à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma. Horrifique. Horrifique. Merci. Il y a que moi qui suis au taquet à chaque fois, j'ai l'impression. C'est... Ouais, clairement, on reconnaît les gens motivés. Ouais. Nous sommes au 99e épisode du podcast, le 100e épisode. Bravo tout le monde. Le 100e épisode n'a jamais été aussi proche. On vous l'a déjà dit plein de fois, on vous réserve un épisode exceptionnel pour fêter ça. Mais avant ça, on va partir en vacances. Car l'épisode que vous écoutez aujourd'hui est le dernier avant la rentrée de septembre. Car on a bien besoin de se reposer un peu au vu de la programmation de ouf qu'on vous réserve pour la seconde moitié 2025. Mais rassurez-vous, on vous a réservé un gros épisode aujourd'hui pour ne pas vous laisser sur votre faim pendant les vacances. Un épisode qu'on vous tease depuis le début de la saison et qu'on est très heureux de pouvoir enfin vous proposer. Un épisode sur un film culte, une pierre angulaire du genre qui fête ses 40 ans cette année. C'est évidemment Reanimator de Stuart Gordon, sorti en 85. Herbert West n'est pas très sexy, mais niveau matière grise, c'est une lumière. Vos expériences ne servent à rien. Votre théorie sur la nécrose du cerveau est totalement dépassée, professeur. Et je le prouverai. Son seul défaut, il a la grosse tête. Ce chat est mort. On ne peut plus mort. Je vais réanimer son cerveau. Regarde ce qui va se passer. Il faut avouer que ses expériences ne sont pas des plus orthodoxes. Qu'est-ce que tu fais? Je vais enfin devenir célèbre. Si le professeur a perdu la tête, Herbert va prouver que la sienne est pleine. Herbert West a réussi à réanimer des cellules mortes du cerveau. Si ça a marché avec un chat, pourquoi pas avec un homme? Herbert West se prend pour le bon Dieu, mais Dieu a horreur de la concurrence. Herbert, tu es fou, tu te rends compte de ce que tu as fait? Parfaitement. Mais il est mort. Plus maintenant. Reanimator prend place à la prestigieuse université médicale de Miskatonic, où un étudiant en médecine aussi brillant que taré, Herbert West, met au point un sérum vert fluo capable de ramener les morts à la vie. Et évidemment, se sentant pousser des ailes, il va emmener toujours plus loin ses expériences. C'est d'abord le chat, son colocataire Dan, qui va être réanimé, puis un cadavre humain, puis le père de la petite amie de Dan, et tous les réanimés ont quelque chose en commun. Ils sont totalement hors de contrôle et extrêmement dangereux. En plus de ça, le professeur d'Herbert tente de lui voler ses découvertes et termine décapité puis réanimé, donnant naissance à un zombie libidineux qui tient sa tête entre ses mains et qui est capable de contrôler tous les autres morts vivants réanimés par le sérum d'Herbert. La situation dégénère rapidement, évidemment, et l'université devient très vite le théâtre d'un énorme massacre dans lequel Dan, sa copine Meg et Herbert vont devoir faire face à une armée de macabées de plus en plus grande. Ce film, pour la faire très court, c'est un mastodonte du cinéma horrifique. Et pour le célébrer comme il se doit, l'épisode va se découper en plusieurs parties. En début d'émission, on va d'abord remettre en contexte où en est le genre horrifique et le genre du film de zombies aux USA en 85. Une année assez charnière, vous allez voir. Puis on va s'intéresser aux personnes qui ont fait Reanimator, puisque ce film, c'est la rencontre entre plein de personnes qui vont devenir très importantes par la suite dans le milieu de l'horreur. Que ce soit le réalisateur Stuart Gordon, le producteur Brian Yuzna, le distributeur Charles Band, et j'en passe. On évoquera ensuite le tournage du film et sa production, et il y aura évidemment l'habituel tour de table avec toute l'équipe présente aujourd'hui. On évoquera évidemment les deux suites du film rapidement, Bride of Reanimator et Beyond Reanimator, et on ira même jusqu'à revenir sur la novélisation du film, sorti récemment en France aux éditions Faute de Frappe et qui boucle la boucle, puisque Reanimator est à l'origine évidemment tiré d'une nouvelle de H.P. Lovecraft nommée Herbert West, Reanimator. Sont présents avec nous aujourd'hui pour réanimer les morts quasiment toute la team Jumpscare. Nous avons Mylène. Salut. Mathieu. Salut. Dario. Salut. Amélie. Salut. Et moi-même Romain, votre hôte. T'as pas dit salut Romain, t'as pas dit salut. Bonsoir, tu fais pas partie enchanté. de l'équipe. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Qui suis-je finalement dans cette émission? Lily n'est pas avec nous aujourd'hui. Elle nous a lâchés, telle une immense flemmarde. Mais elle nous a envoyé un petit message audio, car elle adore Reanimator. Donc, pour les fans de Lily, s'ils sont là, rassurez-vous, vous serez quand même nourris aujourd'hui. On va commencer par placer le décor. Nous sommes en 85, une année charnière pour le genre du film de zombies. Et ça, c'est Mylène qui va vous l'expliquer. Alors, à chaque fois, je fais le petit point zombie parce que j'adore ça. Et je vous répète tout le temps que les zombies, ça évolue grave par rapport aux décennies et par rapport aux menaces qu'on peut voir à chaque décennie. Mais là, pour le coup, les années 80, c'est une période hyper florissante pour les films de zombies grâce au marché de la vidéo qui va vraiment exploser. On va avoir des zombies italiens, des zombies en Espagne, donc avec des films qui sont
plus ou moins de bon goût, avec de la sexualisation, du gore, c'est burk, ça fait ploc-ploc comme dirait Lily. Et on a des films tels que Pulsion Cannibale, Zombie Holocaust, j'ai marqué l'avion de l'apéro. Ça, tout va bien. L'avion de l'apocalypse. Et on voilà, tout va Vivement bien. les vacances. C'est ça. On a aussi des zombies en France, donc notamment le lac des morts vivants, avec des zombies qui attrapent des petits culs dans un lac. Devil Story, mais on a aussi... C'est true story, il y a vraiment des zombies qui chopent des petits culs dans un lac. Malgré ça, on a quand même des petites pépites qui vont popper, comme Dead and Buried, que personnellement j'aime beaucoup au début de la décennie. Et à partir de 83, avec le clip Thriller, on a vraiment un espèce de boom du zombie. C'est un énorme élément de la pop culture. Le zombie est partout. Le zombie, il est un peu crado. Et il y a aussi un autre élément qui vient un peu bouleverser ça, c'est Evil Dead. Evil Dead, en fait, ça va vraiment bouleverser le marché. Et... en fait, c'est une espèce de nouvelle variation du zombie, presque, même si c'est pas totalement des zombies. Mais pour le coup, en fait, ça va lancer plein d'autres films qui vont partir dans cette espèce de variation un peu cartoonesque, un peu plus gore. On va avoir des films tels que Night of the Creeps. On va avoir Le Retour des Morts Vivants en 85, qui pour le coup est hyper important là aussi dans ce qu'on va produire dans les films de zombies, parce que, alors déjà, c'est John Russo qui adapte ça d'après un roman, qui va lancer ce film avec Dan O'Bannon. Dan O'Bannon, il va lancer beaucoup de comédie noire dans ce film. On va partir sur... O'Bannon. Oui. Voilà, et c'est vraiment les vacances. Hein. C'est l'apéro. C'est ça, c'est l'apéro. Dan O'Bannon, il va vraiment injecter en fait un aspect comédie noire à son film. C'est un film super punk, et surtout là où on va avoir une évolution en fait par rapport aux autres films de zombies, c'est que les zombies vont parler pour la première fois, et on aura le premier Brains qui après va être pris comme un trope du film de zombies. Personnellement, c'est l'un de mes films préférés en termes de films de zombies. Je le trouve hyper quali. La BO est super sympa. Les personnages, bon, pas très bien écrits, mais je les adore. Et donc à partir de là, en fait, en 85, il y a vraiment une superbe année. Bon, on a Réanimateur aussi, bien sûr, qui là aussi est aussi un film qui va être un émule de Devil Dead, puisqu'il y a un peu Devil Dead là-dedans. Et on aura aussi un troisième petit film qui, pour le coup, à l'époque, va être jugé un peu chiant par rapport à ses petits copains. C'est Le Jour des Morts Vivants de Romero, qui personnellement est mon préféré en fait de tous les films de zombies de Romero. Pareil. Mais pour le coup, il se détache un petit peu de ce qui se fait à ces années-là. On a par exemple La Nuit de la Comète, qui est un truc très pop, très teen. En fait, tous ces films-là, ils sont vraiment axés sur le côté pop culture. C'est vraiment des éléments de pop culture qui sont très accessible, même pour les adolescents, alors que Le Jour des Morts Vivants, on reste sur un truc hyper sérieux, on est sur l'humain qui est une menace pour l'humain, plus que le zombie, un thème qui va être après développé dans énormément en fait de films de zombies, même dans The Walking Dead, et pour le coup, c'est un petit peu celui qui dénote par rapport aux sorties des années 80, mais pour le coup, c'est vrai que c'est une décennie assez incroyable. Et ce qui est fou, c'est que ça a été le moment en fait des expérimentations. On aura des films comme Démon qui vont reprendre un peu la figure des morts vivants. On n'est jamais sur le mort vivant comme on peut le voir dans les films en fait des décennies d'avant. On est plus sur des variations en fait avec des espèces de corps animés, mi-démons, un peu comme à la Evil Dead. Et on aura aussi par contre un retour aux sources avec des films comme L'Emprise des Ténèbres de Wes Craven. Oui. Qui est vraiment en fait un retour au mythe, au mythe du zombie de base, qui pour le coup est un peu comme Le Jour des Morts Vivants, un film un peu plus chiant par rapport à ce qu'on va proposer. Et pareil, à la fin de la décennie, on va continuer, mais jusqu'à une saturation du public, jusqu'à ce que le public n'en puisse plus des zombies, ce qui va en fait causer au début des années 90 vraiment une chute du marché. Et si les années 80 sont hyper florissantes dans le genre, les années 90, c'est une autre bouillasse. Et du coup, c'est dans ce contexte d'une Amérique qui retrouve goût aux zombies, qui retrouve un intérêt pour le genre, qu'un certain Stuart Gordon commence à se poser des questions. À l'époque, c'est un metteur en scène de théâtre de base, et il entend parler lors d'un barbecue familial à Chicago d'une nouvelle de Lovecraft, Herbert West, Réanimateur. Et ça, c'est intéressant, parce que Stuart Gordon, il en a un peu ras le cul de l'omniprésence des films de vampires à l'écran, qui pullulaient à l'époque aussi, et lui, ce qui l'intéresse, ce sera un retour en force de Frankenstein. Et il se trouve que cette nouvelle parle littéralement d'un homme qui réanime les morts par le biais d'expériences scientifiques, à la Victor Frankenstein, grosso modo. Il tente de trouver une copie du bouquin introuvable à l'époque. Il a dû aller dans une bibliothèque pour faire une copie de leur copie poussiéreuse qui traînait, tu vois, c'est l'enfer. Et il se dit, ça ferait une belle pièce de théâtre. Et après réflexion, il se fait, quoique,
ça ferait peut-être une meilleure série télé, ce qui collerait plus au format épisodique de la nouvelle, qui est construit sous forme de plusieurs épisodes. Sauf que les financements à l'époque pour ce genre de fiction sont hyper compliqués, donc le projet évolue lentement, et c'est à cet instant qu'arrive Bob. Très important. Bob Greenberg, un ami de Stuart Gordon, qui a entre autres bossé sur les effets spéciaux de Dark Star de John Carpenter, son premier long métrage, et qui a un bon flair, puisqu'il va voir le projet et dire à Gordon, ton projet, il est solide, mais c'est pas une série télé qu'il faut faire. L'horreur, c'est sur le grand écran que ça se passe. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est un film. Et Bob, puisque c'est un mec plutôt cool, il va le mettre en contact avec un jeune producteur, un certain Brian Yuzna, qui lui aussi était au tout début de sa carrière, qui naviguait tant bien que mal à Hollywood et qui cherchait des projets à produire. Les deux se rencontrent, le courant passe et Brian Yuzna convainc Stuart Gordon de venir à Hollywood pour faire une version long métrage de son film. On devrait tous remercier Bob parce qu'en faisant cette passe décisive, il a accidentellement donné naissance à 2 maîtres de l'horreur puisque Stuart Gordon et Brian Yuzna deviendront des figures majeures du milieu horrifique des années 80 et 90, et j'insiste sur le majeur. Bob, on lui doit aussi le tiret dans le titre du film. C'est lui qui a dit qu'il fallait mettre un tiret pour mieux prononcer le titre. C'est sa contribution majeure au film avant de disparaître un peu dans l'oubli. Merci Bob. Merci Bob. Il s'est proposé comme à la réalisation et Brian Yuzna a fait non, c'est Stuart. Voilà. Stuart Gordon qui sera payé un maigre salaire de 10 000 balles sur un budget de 900 000 d'après les rumeurs. Cette somme sera évidemment compensée par un petit pourcentage sur les recettes qui vont vite amortir tout ça, évidemment. On va tout d'abord revenir sur Stuart Gordon avant de parler un peu de Brian Yuzna. Mathieu, tu avais déjà 115 ans à l'époque. Toi, tu l'as vu naître, cette petite légende. Oui, bien sûr. Pour les néophytes qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur lui ? Oui, alors Stuart Gordon, en fait, j'aurais tendance à le rapprocher d'un réalisateur un petit peu comme Toby Hooper, c'est-à-dire que c'est quelqu'un dont on connaît le nom quasiment que par rapport à son premier film, même si le Massacre à la tronçonneuse de Hooper, c'était pas son premier film, c'était son second, mais voilà, quand on pense Toby Hooper, on pense Massacre à la tronçonneuse, et quand on pense Stuart Gordon, on pense Reanimator. Mais on va dire c'est un petit peu, dans les deux cas, l'arbre qui cache la forêt, dans le sens où ces deux réalisateurs ont fait, après ces films-là, d'autres films, peut-être pas du même niveau, mais qui sont aussi intéressants, quoi. Et il y a cette phrase aussi, alors je sais plus à qui elle appartient, mais c'est une phrase en fait qui là pour le coup concernait Wes Craven. Cette personne en fait, je crois qu'il était critique, qualifiait Wes Craven de cinéaste potentiellement surestimé par certains, mais dangereusement sous-estimé par d'autres. Je trouve qu'en fait ça correspond très bien à Stuart Gordon. C'est-à-dire que Stuart Gordon en fait il démarre sa carrière par une espèce de chef-d'œuvre, alors que encore une fois c'était son premier film. Heureusement que derrière il y avait Brian Yuzna, heureusement que derrière il y avait un directeur photo, enfin 2 directeurs photo en réalité, parce que le premier n'a fait qu'une semaine, puis après il a été débarqué. Mais le second directeur photo l'a conseillé, lui a expliqué comment ça marchait un tournage, lui a dit non mec, là t'es devant un projo en fait, là tu caches toute la lumière, faut que tu te décales un petit peu, là t'es dans le champ, faut que tu recules, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Donc en fait il a appris le métier sur le terrain, mais malgré ça, le résultat, il tient encore parfaitement la route 40 ans après, quoi. Et comme tu l'as dit Romain tout à l'heure, Stuart Gordon, c'était pas forcément quelqu'un qui se destinait à la base au cinéma, c'est quelqu'un qui en fait était dans le théâtre et avait une espèce de goût déjà très prononcé pour la provocation et les trucs un petit peu borderline, quoi. À partir de 1968 jusqu'au début des années 80, il va enchaîner pas mal de pièces de théâtre à Chicago, dont une en fait est restée célèbre. C'est une pièce qui s'appelait The Game Show, où en fait c'était une espèce de truc un petit peu interactif où les gens sur scène descendaient dans le public pour aller un petit peu les molester gentiment, les humilier, les emmerder, ce qui fait que chaque séance en fait se terminait en pugilat, en bagarre, quoi. Et il s'est pas forcément calmé pour autant. Après, il a fait une adaptation de Peter Pan qui lui a valu en fait les foudres des instances en fait de Chicago, enfin des gens de pouvoir en fait à l'époque. C'est le truc qui était une espèce de critique du Vietnam, et ça n'a pas forcément plu. Et puis il va ensuite créer sa propre troupe qui s'appelle l'Organic Theatre Company, et il va jouer pendant un petit moment des pièces dont les titres sont The Bleacher Buns et une autre que j'aimerais beaucoup voir qui s'appelle Sexual Perversity in Chicago. Bref, voilà, c'est pas forcément ce qui est le plus documenté quand on cherche des infos sur Stuart Gordon, mais déjà le gars avait une espèce de goût assez prononcé pour la provocation, ce qui fait que Reanimator, c'est encore une fois un des films les plus provoquants de cette décennie en matière de cinéma d'horreur. Tu l'as cité tout à l'heure Romain, toutes les personnes qui ont vu Reanimator se souviennent forcément de cette scène
de cunilingus sur Barbara Crampton faite par David Gale, sauf que David Gale en fait il a une tête, c'est une tête coupée quoi, c'est juste complètement dingue et c'est une scène qui est absolument impossible à oublier. Et du coup quand Stuart Gordon en fait se met à la réalisation de Reanimator, encore une fois il apprend un petit peu le métier sur le terrain, mais ça ne va pas l'empêcher en fait de poursuivre très rapidement, puisque le film va être distribué par Empire International Pictures, qui va ensuite lui proposer un deal pour 3 autres films. En 1986, il va faire donc From Beyond avec la même équipe, donc Jeffrey Combs qui jouait donc Herbert West, Barbara Crampton. On rajoute Ken Foree qui était en fait le rôle principal dans Zombie de Romero, dont on reparlera je pense un petit peu plus tard aussi. On est toujours sur une histoire de savant fou qui invente un truc un peu bizarre et ça va finir dans le sang et dans les larmes. Toujours du Lovecraft. Et c'est encore une fois du Lovecraft. Un an plus tard, sort un film qui s'appelle Dolls. Alors Dolls, on le connaît, en tout cas les personnes de ma génération, on l'a découvert via une fausse pub des Inconnus. C'était cette espèce de fausse pub, je crois que c'était Close Barbie ou je sais pas quoi, où en fait il y avait une scène de film d'horreur où une poupée en fait se mettait à bouffer les mollets d'une actrice, et en fait ce truc me terrifiait quand j'étais gamin. J'ai mis des années à comprendre que ça venait d'un vrai film. Le film est peut-être un petit peu moins bon, mais voilà, quand on aime un petit peu les films de petits monstres agressifs, slash Gremlins, Critters, tout ça, c'est un immanquable, et ça a aussi donné naissance à toutes les copies qu'il va y avoir derrière, les Demonic Toys, les Puppet Master, voilà ce genre de trucs. Ensuite arrive donc le troisième film en fait prévu dans le deal avec Empire, un film qui s'appelle RoboJox, et sur le papier il y avait tout pour que ça soit complètement dingue. C'est un film de robots géants qui se foutent sur la gueule, c'est genre Pacific Rim avant l'heure, Ouais. sauf que c'est raté. C'est raté, c'est chiant, le rythme est très bizarre. Certains effets sont réussis, d'autres, je sais pas, il y a un truc qui va pas dans ce film. Il a eu un énorme budget pour le faire et ça va être une catastrophe, et c'est un énorme regret parce que vraiment, encore une fois, sur le papier il y avait tout pour que ça soit le feu quoi. Moi je l'aime bien. Hein. Mais tu as le droit. RoboJox et sa suite Robo Wars, petit king Mais perso. je suis pas étonné que t'aimes bien, Romain, je suis pas étonné. Ah j'adore. Bref, Après ça, voilà, il va pas forcément se laisser abattre, il va enchaîner par un téléfilm que j'ai pas vu, mais qui s'appelle Daughter of Darkness. Un an plus tard, il enquille et en fait, il retourne avec une adaptation, mais ce coup-ci de Edgar Allan Poe, avec un film qui s'appelle Le Puits et le Pendule, avec, je crois de mémoire, Lance Henriksen dedans. Film qui est pas totalement réussi, mais qui est pas totalement à jeter non plus. Un an plus tard, il enchaîne en fait avec Fortress, un film où le rôle principal devait, de base, être attribué à Schwarzenegger, et à la place, on a eu Christophe Lambert. Bon, voilà, le film est ce qu'il est, mais ça faisait partie des grands classiques qu'on louait dans les vidéoclubs dans les années 90. Le film s'est aussi parfaitement rentabilisé à ce niveau-là. En 1995, il va faire un film qui s'appelle Castle Freak, encore une fois avec Jeffrey Combs et Barbara Crampton. toujours. Stuart Gordon, c'est vraiment quelqu'un qui tourne très souvent avec la même équipe. Une troupe de théâtre, hein, au final. Oui, c'est une mentalité de théâtreux, quoi. Il aime s'entourer vraiment des mêmes personnes. En 1996, il fait un film qui s'appelle Space Truckers, que je n'ai pas vu, mais rien que le titre me vend du rêve. Voilà, c'est pas forcément son film le plus connu. Il va en 1998 changer un petit peu et ne pas forcément adapter Edgar Allan Poe ou H.P. Lovecraft, mais adapter Ray Bradbury dans un film là aussi très peu connu qui s'appelle The Wonderful Ice Cream Suit. Et en 2001, il va faire un film qui était dans les cartons depuis un petit moment, qui s'appelle Dagon, qui là encore une fois est une adaptation de H.P. Lovecraft, d'une de ses nouvelles les plus connues. Excellent. Voilà, le film est une semi-réussite, c'est-à-dire que ça manque de budget très clairement. Après, il y a toujours ce truc avec Lovecraft de montrer ce que Lovecraft en fait ne décrit qu'avec des mots très abstraits, voilà, le Lovecraft c'est vraiment l'horreur qu'on ne décrit pas, c'est vraiment L'horreur cosmique. c'est trop horrible en fait pour être qualifié avec des mots. Normalement, si tu vois ce que Lovecraft écrit, tu deviens fou. Donc le montrer à l'écran, c'est totalement... Voilà, exactement. Il y a cette espèce de paradoxe en fait dans toutes les adaptations de Lovecraft, c'est que au bout d'un moment il faut quand même montrer, sinon il n'y a rien quoi. En 2003, il se refait un petit peu une santé avec un film qui s'appelle King of the Ants. Et en 2005, il tourne avec William H. Macy, un acteur qu'on voit souvent dans les films d'auteurs américains de cette période. Et là, en fait, il revient au théâtre avec une adaptation d'une pièce écrite par David Mamet. Et le film s'appelle Edmond. Voilà, encore une fois, il n'est pas très très connu, mais il est assez intéressant. Et il termine en fait sa carrière par un film que j'adore qui s'appelle Stuck,
qui là pour coup en fait est basé sur une histoire vraie. C'est, je crois de mémoire, une infirmière qui est un petit peu alcoolisée quand elle est au volant et percute un SDF qui vient s'encastrer dans le pare-brise. Et ne sachant pas quoi faire, elle hésite en fait à aller à la police, mais vu qu'elle est alcoolisée, elle va forcément prendre et se retrouver en tôle. Elle se dit, bon bah c'est un SDF, qu'est-ce que je fais? Personne l'a vu, on est tard dans la nuit, je suis toute seule. Allez, je l'emmène en fait avec moi, je le mets dans mon garage et je vois si je le sors ou pas. Et puis en fait, réfléchissant un petit peu plus, elle se dit non, c'est un SDF, il manquera à personne, je vais le laisser pourrir dans mon garage. Et tout le film en fait c'est ça, c'est le SDF qui est coincé à moitié dans le pare-brise, donc les jambes sont sur le capot de la bagnole et lui en fait est, la moitié avant elle est à l'intérieur de la voiture, qui hurle qu'on vienne le sortir de là et elle qui en fait est à côté, qui le laisse pourrir en attendant qu'il crève quoi. Et ce truc là est basé sur une histoire vraie. C'est un film complètement dingue, le film encore une fois n'a pas forcément fait un gros succès en salle, mais voilà, sachez qu'il existe en DVD et en Blu-ray, c'est pour moi un des meilleurs films de Stuart Gordon, même si encore une fois quand on évoque Stuart Gordon, ce qui ressort en premier c'est Reanimator et c'est sa collaboration fructueuse avec Brian Yuzna, puisque en fait il n'a pas fait que ça, il a aussi produit certains films de Yuzna, il en a scénarisé d'autres, et truc amusant aussi qu'on cite souvent quand on parle de Stuart Gordon, c'est avec Brian Yuzna l'un des deux gars responsables de Chérie, j'ai rétréci les gosses, film qu'à la base il devait réaliser, sauf qu'au moment de signer le contrat avec le mec de Disney épouvantable dont j'ai oublié le nom, Stuart Gordon s'est mis à saigner du pif et à foutre du sang absolument de partout. Ensuite, le médecin lui dit non, stop, il faut aller se reposer. Ce qui fait que le truc, en fait, lui est passé sous le nez, littéralement. Et après, donc, je crois que c'est Joe Johnston, en fait, qui a récupéré le job. Et Stuart Gordon, en fait, ne sera crédité que comme producteur ou scénariste ou je sais plus quoi. Enfin bref, ça sera un petit peu... le truc va lui passer encore une fois sous le nez. Mais après, donc, il va y avoir des suites à Chérie, j'ai rétréci les gosses. Et il me semble aussi une série où Stuart Gordon va réaliser un épisode, histoire qu'il soit pas trop dégoûté du et il produit aussi la suite Chérie, j'ai rétréci le bébé. J'ai agrandi le bébé. Ouais, Chérie, j'ai agrandi le bébé, voilà. Il y a une série télé? Oui. Mais non. Oui, ça passait sur Disney Channel à l'époque. Ouais. Je découvre des choses. C'était pas si bien. En vrai, il y avait une partie du casting du film, mais bon, comme c'était pas le même budget, c'était rigolo quand t'es gamin, mais on était un peu sur le niveau Les Incroyables Pouvoirs d'Alex, quoi, tu vois, au niveau... Ouais, mais moi j'aimais bien, il y avait des épisodes qui faisaient vraiment peur, franchement, il y a des trucs qui m'ont fait flipper quand j'étais petite. Mais Mylène, toi, depuis Cut, tu n'as plus le droit. Ouais, alors on se détend, là. Par contre, juste question conne, blague à part, est-ce qu'il y a Rick Moranis dans la série? Non. Je saurais plus te dire... non, il est pas dans, le père, il a été remplacé. Bah, si c'est pas le même père, c'est pas le même père. Pas de Rick Moranis. Non, et en plus, il avait arrêté le cinéma assez tôt, il a arrêté après... il a arrêté assez tôt, en fait, à cette période-là, il faisait déjà plus de films. Ah ouais, ouais. Putain, il manque Rick Moranis d'ailleurs. Donc non, il a... Par contre, ce qui est cool, c'est que du coup, on parlait de Stuart Gordon, mais ces films, ils sont presque tous accessibles en Blu-ray. Enfin, pour une fois, on parle d'un réal qui a ces films qui ont pas mal été édités en France. Voilà, c'est tout. Tous sauf un, au final, qui est le film qui nous intéresse aujourd'hui, puisque le film est sorti en Blu-ray chez Ecstasy of Films, qui l'a sorti il y a des années. L'édition était limitée. Je vois où tu vas aller, Romain. Je vois très bien. Mais râle pas, moi je l'ai. Râle pas, t'avais qu'à être assez rapide. Bah moi, oui, attends, une seconde. Débat parallèle. 1000 exemplaires pour un film aussi culte. Attends, désolé, un film aussi culte devrait être accessible en Blu-ray simple, facilement. Ah, il l'a réédité après quand même. Bon, bah il devrait le rééditer, ça le remettrait à flot. Désolé, mais le connard qui a acheté la dernière édition disponible, il est avec nous ce soir, c'est Mathieu. Oui, bonjour, c'est moi. Qui a l'édition 1000 sur 1000. Non, c'est pas numéroté, mais je sais que c'est la dernière en fait, parce que j'ai demandé directement à l'éditeur, Christophe, coucou si tu nous écoutes, et il m'a dit voilà, il m'en reste un seul, donc écoute, c'est pour toi. Christophe, ressort le film, je te jure, je te retrouve. Ressort-le, édition simple, un disque. Le film, il ressort en 4K aux États-Unis. On t'enverra une petite photo, Romain. Une photo de nos petits coffrets, si tu veux. Je vais te niquer. J'ai même des guns. Si tu veux. J'ai Dagon. J'en ai plein. Mais en fait, Reanimator, ça me frustre parce que je le vois sur Vinted. Même le vieux DVD simple pourri, il est à 30 balles. Là, ça va pas. Mais bon. Enfin, aidez Romain. Faites un hashtag. Ouais. Voilà, justice pour Reanimator pour Romain, s'il vous plaît. Envoyez-moi un coffret ou quoi que ce soit. Après, si vous aimez les sous-titres anglais et tout, le film est très très disponible chez Arrow, en Angleterre, partout. Enfin voilà. Merci Mathieu pour ce passage sur Stuart Gordon. Il y a évidemment un autre grand personnage du genre à présenter, c'est Brian Yuzna. Bon, Yuzna,
il mérite un épisode entier sur sa carrière, parce que lui aussi, il y a eu beaucoup de choses qu'il a fait qui sont géniales. Sachez qu'il aura son épisode. Il y a un monde où l'épisode, on le fait avec lui en invité. Sachez que ça a failli se faire pour ce podcast, pour les 40 ans de Reanimator, on a voulu le faire avec lui. Il est pas contre. Le souci étant que les 40 ans de Reanimator aux États-Unis, c'est un truc énorme, qui sont gérés par un seul agent, qui est débordé et qui se concentre que sur la partie américaine de l'anniversaire. Donc, là, c'est chaud, mais on aura l'occasion d'en reparler, si possible, avec lui. Vous en faites pas. Il y a plus de chances qu'il y ait Brian Yuzna chez Jumpscare que Jeffrey Combs, qui nous a demandé une somme un petit peu marrante pour venir dans le podcast. Si vous avez 1000 balles, en tout cas, sachez qu'il est jamais loin. Brièvement, Brian Yuzna, il émerge dans les années 80 comme complice de Stuart Gordon avec Reanimator ou From Beyond, comme l'a dit Mathieu. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que Yuzna, il passe à la réalisation en 89. Et le public le découvrira avec un film qui s'appelle The Society. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. C'est un film hyper crado qui dénonce les dérives de la bourgeoisie en utilisant le body horror, l'horreur corporelle, et pas une petite horreur corporelle, puisque le dernier acte du film est complètement fou, et il y a des maquillages dégueulasses, mais extrêmement réussis, qu'il faut voir pour le croire. Il y a littéralement une tête de cul. Ouais, des fesses comme vous ne les avez jamais vues. Ah ouais, vraiment. Si vous pouvez vous choper le DVD qui est très trouvable en ligne, regardez Society. Même le Blu-ray, il est sorti en Blu-ray Society. Oui, il est sorti chez qui? Chez Ecstasy. Coucou Christophe, encore une fois. Oui, donc il est pas... Non, il est plus disponible. Désolé. Christophe, Eh ben, je l'ai. Christophe. Ta mère, Christophe, ressort tes Hashtag films. justice pour Romain. Ressort tes films. J'en peux plus, là. Bref, ne matez même pas d'image de Society. Lancez le film et bon courage. Il enchaînera avec Bride of Reanimator, qui est la suite de Reanimator, qu'on évoquera plus tard dans l'épisode. Et il fera aussi l'excellent Retour des Morts Vivants 3. Quasiment une suite spirituelle à Bride of Reanimator, puisqu'on y parle aussi d'une romance entre un zombie et un homme. Là aussi, on y voit beaucoup d'horreur corporelle, une relation maudite et des maquillages horribles. On commence à discerner une sorte de thématique dans cette filmographie, quand même. Et c'est surtout l'un des meilleurs films de zombies des années 90, quand même. C'est surtout l'un des meilleurs films de zombies. C'est même un des rares bons, il n'y en a pas beaucoup dans les années 90. Surtout qu'il y a très peu de films de zombies qui traitent comme ça du zombie par le biais de l'addiction. Voilà. Et là, c'est trop cool. Et franchement, on dirait une Cénobite, la zombie. Enfin, moi, je l'aime d'amour. Et effectivement, comme tu le dis, au niveau des modifications corporelles, ça fait totalement écho à Bride of Reanimator. C'est un truc de fou. Ouais, non, clairement, c'est un de ses meilleurs films, de loin. Vous pouvez le voir sans voir les deux premiers au passage, hein, n'hésitez pas. Il va enchaîner avec plein d'autres films qui marqueront les esprits, dont le fameux Le Dentiste et sa suite, qui vont marquer l'ère des vidéoclubs au début des années 2000 et fin années 90. Et Lily. Et Lily, et surtout Lily, qui est fan du dentiste, genre très très fan, sachez-le. Si Lily est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est à cause du dentiste. Sachez qu'il y a Mark Ruffalo dans ce film. Ah putain. Très important. Mais je crois qu'elle est fan des dents de manière générale, non? C'est pas ça? Elle aime les dents Oui, tendues. fan des dents. Oui, c'est ça. Hein. Ouais. Les dents bizarres, c'est son truc, voilà. Merci Brian, bravo. Enfin bref, il va quand même enchaîner ses films, mais il en a ras le cul du système hollywoodien de produire des films en Amérique, c'est très compliqué. Donc, il va se casser en Espagne avec Stuart Gordon et il va fonder Fantastic Factory, qui est une boîte de production qui va ouvrir la voie à une nouvelle génération de cinéastes de genre européens, qui leur permettent de produire des films de genre et aussi à lui permettre à lui et à Stuart Gordon de sortir des films sans qu'on les fasse chier. C'est de là d'ailleurs qu'il y aura Dagon, qui est un projet qui traînait aux USA et du coup, ils arrivent en Espagne, ils le font direct, avec des limitations de budget évidemment, mais au moins le film il sort, il existe. C'est là aussi qu'on aura Faust de Brian Yuzna, début années 2000, qui est un des films un peu moins connu mais qui est très sympa. Il y a Darkness De Ron Balaguerro. C'est là aussi où ils font Reanimator 3, Beyond Reanimator. Voilà, quand même. Et ça s'effondre. Ça marche pas comme ils veulent. Et du coup, c'est un peu la fin d'une ère. Il enchaîne, il tente de refaire quelques films, dont un en 2010 qui est Amphibious 3D, qui est pas bien du tout, avec des sortes de gros scorpions géants dégueulasses. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film, vendu comme le grand retour de Brian Yuzna. C'est très très compliqué. Depuis, il chill en convention et en festival, il produit un peu, il écrit, voilà. Par contre, tout comme Stuart Gordon, ce qui marque dans sa filmographie, c'est qu'il tournera toujours avec les mêmes personnes. Là aussi, on a un côté troupe de théâtre, il est resté loyal à beaucoup de monde, comme un qu'il faut citer, Screaming Mad George, qui est un mec qui fait des effets spéciaux, c'est un japonais, qui a bossé sur Society, Reanimator 2, Le Retour des Morts Vivants 3, c'est un gros malade. Et évidemment, dès qu'il peut placer Jeffrey Combs quelque part, il n'hésite pas une seconde, un peu à la manière de Sam Raimi qui place Bruce Campbell partout.
C'est une présentation assez basique car je tiens à garder des cartouches pour notre futur épisode sur lui. On sait pas quand, on sait pas où, on sait pas sur quel film, mais sachez qu'on donne tout pour l'avoir avec nous et qu'on en reparlera évidemment dans le podcast. On y croit. J'espère bien qu'on l'aura pour Faust. Alors non, si on a Brian Usna, on fait le retour des morts vivants. Ou Society. Ou Society. Non, Society quand même, ça se voit. Ah, mais le retour des morts vivants 3, ça serait cool parce qu'il y a très peu d'infos sur la... Enfin, pas beaucoup de gens qui en parlent. Du coup, ça serait trop bien. Eh ben, on pose des questions sur les 2 films. Oh, waouh. Incroyable. Oh. Bon, nos 2 zozos, ils se lancent donc dans la réalisation de Reanimator, et Stuart Gordon, venant du théâtre, il laisse son trio principal de comédiens et de comédiennes répéter pendant plusieurs semaines avant que le tournage ne commence, c'est-à-dire Jeffrey Combs, qu'on a déjà évoqué, Bruce Abbott et Barbara Crampton, inconnus à l'époque mais qui va devenir une icône par la suite, on en reparlera. Un trio qui a été assez compliqué à caster à cause du côté hyper gore du scénario. Par exemple, Bruce Abbott a littéralement balancé le scénario par terre pendant sa lecture, tellement il était dégoûté de ce qu'il lisait, et c'est son agent qui a dû le rappeler et qui l'a convaincu de faire le film. Il a accepté en partie car il connaissait Jeffrey Combs et la réputation des pièces de théâtre de Stuart Gordon. De son côté, Jeffrey Combs, énorme boule de charisme, découvre le scénario sans même avoir lu une nouvelle de Lovecraft et est un petit peu surpris par la violence du film. Il dira en interview qu'il a accepté le rôle juste pour manger, juste pour bosser, parce qu'il avait rien de prévu. Et il était d'ailleurs plus ou moins sûr que le film serait pas vu par grand monde. Bien tenté, beau flair en tout cas. Barbara Crampton, elle, a été castée en dernier recours. C'était pas prévu qu'elle soit dans le film, puisque l'actrice qui incarnait Meg à l'écran de base a pas assumé et a quitté le projet à cause du sujet du film, ce qui est un peu compréhensible en vrai. Elle a donc débarqué par surprise en remplacement et elle a découvert le genre horrifique à ce moment-là. Et quand tu vois où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, c'est fou quand même. Ouais, franchement, l'une des meilleures. Bref, 3 outsiders du genre qui vont assister à un tournage extrêmement sanglant et visqueux, pour citer le responsable des maquillages, John Nolin, mais qui seront mis en confiance par Stuart Gordon, qui leur laissera du temps pour se connaître et pour répéter l'intégralité du script comme une pièce de théâtre. Barbara Crampton dira d'ailleurs en interview que c'est, avec du recul, un luxe extrêmement rare à Hollywood d'avoir autant de temps pour se préparer pour un film et d'avoir un réalisateur aussi doué et investi dans la direction d'acteurs. C'est forcément aussi un tournage assez physique et épuisant qui sera évidemment riche en problèmes malgré la préparation intense de tout le monde, notamment quand le distributeur reçoit les premiers rushs du film qui étaient dégueulasses et irregardables. Ce distributeur, c'est un certain, interro surprise, Mathieu tu l'as, Charles Ben. Charles Benz. Ah oui, c'est vrai, j'avais vu ça. Charles Ben, bah oui. Putain, je cherchais compliqué en fait. Non. Tu l'as dit tout à l'heure. C'est Charles Band, réalisateur, producteur, distributeur. Une des dernières personnes clés à présenter dans cet épisode. Il y en a beaucoup, désolé, hein, mais c'est vaste. On peut pas l'ignorer. C'est un des joueurs clés dans l'histoire du film, mais aussi une grande figure de cinéma de genre, à la frontière entre le génie et l'escroc. Surtout escroc, mais toujours très doué pour se faire de la thune, quelle que soit la situation. Un exemple tout con. En 2020, il y a le Covid. Et il nous sort en une semaine, tournée montée, Corona Zombie, tournée en loose day entre 2-3 confinements. Ah, c'était horrible. Pour surfer sur la panique générale. C'est ce genre de petit fourbe opportuniste. Et à l'époque, il gérait une boîte de distribution nommée Empire. Eh ben, c'est Full Moon. Voilà. Ah non, c'était pas Full Moon. Non, c'est après ça. Full Moon, c'est quelques années après. Full Moon, c'est après. Là, à l'époque, c'est Empire qui commence à monter, qui a percé grâce à Reanimator. Bref, Empire distribuait Reanimator et donnait accès à l'équipe du film à des équipements de montage. C'est comme ça qu'en fait, Charles Band a vu les rushs et c'est la merde. Dans sa biographie, son autobiographie, il explique ce qu'il a dit quand il a vu les rushs. Il a juste dit « C'est quoi ça, putain, c'est de la merde. Je distribue votre film et vous me donnez cette merde en échange. » Okay. Sympa. Voilà, il se prend pas pour de la merde. Oh non, c'est un mec cool. Et vu que visiblement en face, il y a personne qui réagit, il prend les choses en main, décide de s'impliquer dans la production et va virer le chef opérateur. Alors, comme il a une grande gueule mais pas des grosses couilles, c'est son père qui va virer le chef opérateur. Voilà, bravo Charles. Et il le remplace par un pote à lui, qui est chef opérateur, Mac Alberg, qui va sauver le film en le rééclairant et en rajoutant beaucoup de luminosité, ce qui colle beaucoup plus au script, et du coup, ça a donné le résultat qu'on connaît. Et c'est lui qui va prendre le métier à Stuart Gordon aussi. Et exactement. Donc en fait, Charles Ben, on dit ce qu'on veut, mais c'était le MVP à cet instant précis. D'ailleurs, pour continuer, quand il a vu le premier montage complet du film, il a détesté Reanimator. C'était le premier montage du film qui durait plus de 2 heures à l'époque, et il a dit, je cite, « Le rythme était glacial, l'intrigue était décousue, et c'était beaucoup trop long. » C'était évidemment le travail d'un réalisateur qui signait son premier film et qui était amoureux de tous les plans qu'il avait filmés. Terrifier. Ah oui, Terrifier, littéralement. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Merci Mylène.
Il a donc ordonné encore une fois à son père, Albert Ben, qui était lui aussi producteur et réalisateur, de charcuter le film pour le ramener à une durée beaucoup plus raisonnable, 1h30 environ. Et il dira à son frère, Richard Bend, de faire la musique du film, musique qui sera légèrement inspirée de Psychose d'Hitchcock, très légèrement. Très peu. Le film débarque au marché du film du Festival de Cannes pour sa première diffusion et ça fait fureur. Ça a lancé un gros mouvement de hype et bizarrement, une fois que le film aura du succès critique, Charles Bend en dira beaucoup de bien et n'hésitera pas à dire un peu partout qu'il a plus ou moins sauvé le film. Je vous conseille de lire son autobiographie à Charles Bend, c'est un florilège d'autosuçage de bites, c'est impressionnant. Ah mais là, vu les merdes qu'il a réalisées, j'avoue, je suis choquée quand tu me dis il a sauvé Reanimator, tu vois, j'arrive pas à y croire. Parce que vraiment, dans mon enfer personnel, il y a que des films de Charles Bend, tu vois. Ce qui est le paradis de Lily, probablement, mais pas bien. Je suis pas d'accord. Dans les années 80, l'époque Full Moon, avec, tout à l'heure, Mathieu parlait des Demonic Toys, Puppet Masters, Subspecies, il y a quand même des films Attends, vachement Subspecies, t'as vu regardables. tous les films ? Il y en a 5. Non, j'ai vu les 2 premiers, on se détend quand même. Mais il y a quand même du bon dans ce qu'il a fait, et sans Charles Bend, le monde de la série B serait beaucoup plus chiant de nos jours. Bah oui. Faut quand même le souligner. C'est une petite légende. Ouais. Bon, alors, Puppet Master 2, ok, Voilà. le 2. C'est Le aussi 2, j'accepte. l'ex de Demi Moore. Voilà, c'est l'anecdote qui tue. Il l'a pécho enlousé sur un tournage. Ouah, je suis choquée, il y a trop d'infos sur Charles Bend, là, je suis... Et alors attends, il le balance dans le livre, c'était une relation secrète, il le balance dans son livre, il s'en bat les couilles. Moi j'adore. Le La move. classe. Bref. Pauvre Demi Moore. Et il a lancé beaucoup de cinéastes. C'est un Roger Corman en herbe. Il a lancé David de Coteau. On lui doit David de Coteau quand même. Bref, c'est un autre sujet. Nous voilà 40 ans plus tard, avec un film qui a marqué son temps, fait toujours beaucoup de bruit partout, et qui inspire encore des tonnes de cinéastes. Rien que l'année dernière, le liquide vert fluo du film était totalement réutilisé dans The Substance de Coralie Farja, par exemple. Mathieu, est-ce que tu penses que 40 ans plus tard, après la sortie du film, Reanimator tient toujours autant la route ? Réponse très rapide, oui. Voilà, merci, au revoir. Oui, ça tient parfaitement la route. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un premier film, ça a les défauts d'un premier film, dans le sens où effectivement, oui, Stuart Gordon, il est à fond par rapport à ce qu'il fait. Le montage initial faisait entre 2h15 et 2h30, voilà, on n'a pas vraiment la durée exacte, mais la version la plus connue aujourd'hui, c'est une version qui fait moins d'1h30, et qui est une espèce de merveille en fait de fluidité. Enfin, je trouve que c'est une excellente série B. Et en revoyant Reanimator récemment, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est à quel point justement, malgré le fait qu'encore une fois c'est un premier film, malgré le fait qu'il y a 2-3 fois des petits trucs en fait qui ont un petit peu vieilli, il y a des effets qui accusent un petit peu leur âge, des perches dans le champ, il y a des faux raccords, enfin il y a plein de petits trucs en fait qui vont pas, mais qui sont, je pense, à mettre sur le fait que c'est encore une fois un premier film. Malgré tout ça, je trouve que c'est une des meilleures séries B d'horreur des années 80, et c'est peut-être même, je pense, avec Evil Dead, la plus grande série B horrifique des années 80, ou en tout cas celle que je prendrai en tant qu'exemple pour faire découvrir cette période et ce genre à quelqu'un qui n'est pas forcément familier du truc. Pourquoi ? Parce que de base, quand Brian Yuzna et Stuart Gordon se lancent dans la réalisation de Reanimator, le premier truc qu'ils vont faire, c'est de regarder tous les grands classiques de l'horreur sortis les années précédentes. Ouais. Donc ils vont s'envoyer tous les slashers de l'époque, ils vont s'envoyer Thriller Killer de Abel Ferrara, ils vont s'envoyer Halloween de Carpenter, enfin bref, voilà, tout ce qui marchait, ou ce qui était peut-être un petit peu aussi moins forcément connu, enfin voilà, ils ont tout regardé, avec pour objectif final de faire mieux que ces films-là. Et ce qui, à mon sens, fait l'intérêt de Reanimator, c'est qu'il a été pensé pour justement marquer les esprits et provoquer une espèce de petit scandale, ou en tout cas choquer les spectateurs de la même façon que Stuart Gordon avait l'habitude de les choquer quand il faisait du théâtre. Et en même temps, les deux là, c'est des espèces de fans hardcore du cinéma horrifique, donc ils connaissent parfaitement les codes, et ils vont mettre dans Reanimator à la fois des trucs qui sont purement de leur époque, enfin Mylène tout à l'heure parlait des films de zombies, ça je vais y revenir, et en même temps ce que aime en tant qu'amateur, en tant que spectateur de films d'horreur. C'est pour ça que dans Reanimator, il y a une espèce de mélange entre une espèce de formule qui est très classique, enfin cette histoire de scientifique qui invente un truc pour réanimer les morts. Effectivement, on pense à Frankenstein, c'est la référence, elle est claire. Même si encore une fois c'est adapté de Lovecraft, on pense à plein de trucs en fait qui sont issus du cinéma classique. L'acteur en fait qui joue le méchant, le Dr Hill dans Reanimator, c'est un acteur qui décédera malheureusement peu de temps après, qui s'appelait David Gale, et qui a vraiment une tête de Christopher Lee des années 80, ouais. Enfin vraiment une tête de méchant, lui on peut pas le louper quoi. Peter Cushing.
Voilà, Christopher Lee, Peter Cushing, Boris Karloff, enfin vraiment, il est dans cette lignée-là, quoi. Et il y a une espèce de peut-être pas de classicisme, mais en tout cas, en fait, il renvoie à une imagerie qui est plutôt, en fait, aller chercher du côté des films de la Hammer, cette espèce de méchant très propre sur lui, très très haut, très émacié, avec il a un visage assez anguleux, assez long, et en même temps, l'opposé total, c'est-à-dire que l'autre méchant, entre guillemets, du film, c'est Herbert West, qui est beaucoup plus petit, qui est beaucoup plus arrogant, qui est beaucoup plus drogué, beaucoup plus années 80, quoi. Et en même temps, en fait, le film se nourrit de tout ce qu'il y a pu y avoir précédemment, de moins gothique et de moins propre que les films de la Hammer. Forcément que Stuart Gordon et Brian Yuzna ont vu tous les films de zombies qui ont précédé, notamment Zombies de Romero, forcément qu'ils ont vu Evil Dead, forcément qu'ils ont vu tous ces trucs-là, et du coup, en fait, le film est une espèce de mélange entre quelque chose qui est très classique et du splatter, quoi, du film d'horreur vraiment qui en fout littéralement plein les murs. Et en plus, encore une fois, on est, comme disait Mylène, en plein dedans, on est en plein dans cette espèce de mood de revival, en fait, du film de zombies. Début 80, c'est le slasher et le film de zombies, puisque le film de zombies, grosso modo, le début du truc, pour faire court, c'est encore une fois Zombies de Romero en 1978, même si c'est pas vraiment tout à fait le début des zombies, parce qu'entre La Nuit des Morts Vivants en 68 et Zombies 10 ans plus tard, il y a eu du zombie en Italie, il y a eu du zombie en Espagne, avec un film qui se passait aussi dans une morgue, qui s'appelait le Massacre des Morts Vivants. Il y a un autre film d'atmosphère, là pour le coup, pas forcément très gore, assez intéressant, qui s'appelle Messiah of Evil, qui existe aussi en Blu-ray, je crois, chez le chat qui fume. Bref, voilà, le zombie, en fait, il y en avait de toute façon dans les années 70, mais c'est vraiment à partir de 78 et Zombie de Romero que vraiment le truc explose. Et ça explose pourquoi ? Parce que Tom Savini aux effets spéciaux. Oui. Et le zombie, il est possible aussi, et il est aussi répandu sur les écrans du cinéma des années 80 parce que il y avait la technique, en fait, pour pouvoir faire des décapitations, des arrachages de bras, de jambes, de machins, des yeux qui se font percer, des trucs arrachés, enfin des éventrations, ce genre de trucs. Et ça, en fait, c'est vraiment Tom Savini qui va le mettre, en fait, sur un grand écran avec Zombie de Romero, et ensuite être appelé, en fait, par tout le monde pour faire, en fait, des effets gore dans une bonne partie du cinéma horrifique des années 80, quoi. Donc voilà, à la base, en tout cas pour moi, c'est vraiment les effets gore qui font que on a envie d'en voir plus, on a envie que ça éclabousse, et on a envie que ça continue, quoi. Par-dessus ça, 2 années plus tard, viennent les effets gore de Evil Dead, réalisé par Sam Raimi, où vraiment, là, on a une bande de gamins qui révolutionnent littéralement le cinéma horrifique. Forcément que les mecs de cette époque, qui sont biberonnés à ce cinéma-là, se disent « Ok, moi aussi, j'ai envie d'avoir ma part du gâteau, moi aussi, en fait, j'ai envie de faire mon petit film horrifique dans mon coin avec ma bande de potes, ce que va faire Stuart Gordon. » Et ben en fait, ce qui semble marcher à cette époque-là, si c'est pas le slasher, c'est le film de zombie. Donc c'est logique d'une certaine façon que Reanimator soit un film de zombie à cette période-là, parce que de toute façon, il s'inscrit dans une espèce de continuité. Le truc aussi qui m'intéresse avec ce film-là, c'est que, comme tu disais en fait, Mylène, il est symptomatique en fait d'une espèce de moment où on commençait en fait à associer le film d'horreur et la comédie. Ce truc démarre véritablement avec le Loup-garou de Londres, tout début 80, et comme tu disais aussi tout à l'heure, le Jour des morts vivants, donc 3e volet de la saga de zombies de Romero, c'est un petit peu une anomalie, parce que le film est vraiment dépressif au possible. Tom Savini est on fire niveau effets spéciaux, enfin, c'est vraiment un déluge de gore, mais par contre c'est une anomalie parce que le film n'est pas du tout fun. Or, Reanimator, lui, il prend le pied contraire de ce truc-là, il sort exactement la même année que le Jour du mort-vivant, et lui, il choisit d'être une espèce de comédie horrifique, où on prend un sujet qui est pas du tout fun, c'est-à-dire la mort, enfin vraiment tout le film se passe quasiment dans une morgue, ça prête pas du tout à sourire sur le papier, or les débordements gore sont calqués un petit peu sur ce qu'on pouvait voir dans Evil Dead, c'est-à-dire que vraiment ça en fout plein les murs, et en même temps tu peux pas t'empêcher de rire tellement c'est n'importe quoi. Et je trouve aussi que si on met de côté ce truc-là, ça annonce, enfin Reanimator annonce ce que va être en fait le cinéma horrifique de la deuxième moitié des années 80. C'est-à-dire qu'en 87, on va voir coup sur coup Evil Dead 2, qui là, contrairement au premier film, va mélanger comédie et horreur, ce que faisait donc Reanimator 2 ans avant. Il va y avoir aussi Street Trash, qui surfe exactement sur le même truc, film splatter qu'en fout plein les murs avec un déluge de gore, et en même temps tu rigoles de ce que tu vois. Et de l'autre côté du monde, de l'autre côté du globe, tu as un petit néo-zélandais qui s'appelle Peter Jackson, qui va retenir la leçon, et qui va faire Bad Taste, où là encore il va y avoir gore en fait à tous les étages, et du vomi, et des geysers de sang, ce genre de trucs. Voilà. Mais aussi, d'un autre côté, on a l'exact opposé, c'est-à-dire que
cette espèce d'ambiance extrêmement lourde qui sur le papier encore une fois ne prête pas forcément du tout à rire. Ce truc en fait qui se passe dans une morgue et qui précédemment avait déjà donné des films assez peu joyeux. Cette espèce d'ambiance un peu dans un hôpital en fait avec des médecins, ce genre de truc. On est aussi en plein pendant le moment où en fait le monde découvre le cinéma de David Cronenberg. Et bizarrement en fait en revoyant le film, j'ai pas pu m'empêcher de penser à La Mouche. Parce que paradoxalement, là où La Mouche c'est pas du tout fun, c'est vraiment un film dépressif, une histoire d'amour, voilà. Oh oui. La Mouche c'est un triangle amoureux qui se passe dans un huis clos avec un scientifique génial mais un petit peu dingue qui va inventer un truc révolutionnaire où ça va finir dans le sang et les larmes. Soit exactement la même histoire que Reanimator, mais voilà, chez Cronenberg en fait les rôles sont un petit peu inversés. Le scientifique là pour le coup ça va être le héros de l'histoire, mais on a un petit peu ce même truc. Et pour moi en fait c'est ce qui fait que Reanimator c'est un film qui est essentiel dans le cinéma d'horreur des années 80, c'est que à la fois il est imprégné de tout ce qui a précédé, que ce soit les films classiques façon Hammer via le personnage de David Gale, enfin le Dr Hill dans le film, ou les trucs un peu plus splatter, un peu plus dégueulasses qui ont précédé, donc les films à la Evil Dead. Et d'un autre côté ça va annoncer tout ce qui va arriver après, que ce soit les films sérieux de par la thématique qui est traitée dans Reanimator, qui va ensuite être traitée par d'autres, ou les trucs un peu plus fun, étant donné que le film est une espèce de mélange entre une comédie et un pur film d'horreur. Et ça va être encore une fois quelque chose qui va revenir très souvent dans le cinéma des années... dans la deuxième moitié du cinéma des années 80. Le fait de revoir Reanimator, qui est pas forcément le film d'horreur des années 80 le plus cité qui soit, je me rends compte que c'est peut-être pas un film charnière comme l'ont été Halloween, comme l'ont été Massacre à la tronçonneuse ou La Nuit des morts vivants avant lui, mais c'est une espèce de film pivot. Enfin, il concentre énormément de choses et il annonce énormément de choses. Donc vraiment, je pense que c'est un film majeur de cette décennie, même si, encore une fois, les deux films qu'on va citer, si on demande en fait aux spectateurs moyens c'est quoi le plus grand film d'horreur des années 80, tout le monde va citer soit Evil Dead, soit The Thing. Mais j'ai envie de dire, putain, Reanimator, il se défend quand même vachement bien. Et puis, d'une manière générale, c'était aussi un des grands classiques dans les vidéoclubs. Les années 80, c'est vraiment le moment où les vidéoclubs, t'en as littéralement à tous les coins de rue en bas de chez toi. Et le truc, c'est que tous les bisseux de l'époque, tous les curieux, même de manière plus large, étaient en quête en fait, du film le plus dingue que tu pouvais ramener chez toi et faire découvrir à tes potes. Et Reanimator, il était loué quasiment constamment parce que, de fait... Juste, on n'avait jamais vu ça sur un grand écran, quoi. Et encore une fois, c'est un premier film, c'est extrêmement bien foutu. Et il y avait aussi cette espèce de fantasme d'une version plus longue, d'une version intégrale. Comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, le film de base devait durer entre 2h15 et 2h30. Mais si vous regardez le DVD ou le Blu-ray, enfin peu importe, vous verrez qu'il y a une version alternative, une version un petit peu plus complète qui existe. Mais bizarrement, les scènes supplémentaires qui ont été cutées de la version cinéma que tout le monde connaît, c'est pas forcément des scènes gore. C'est des scènes en fait qui mettent plus en lumière le personnage de Meg, donc joué par Barbara Crampton, qui mettent aussi en lumière son couple formé avec Dan. Il y a plus de scènes aussi avec le Dr Hill, Dr Hill qui a la faculté de pouvoir hypnotiser les gens, et du coup on comprend mieux à certains moments pourquoi il se passe des trucs un petit peu bizarres dans la version courte entre guillemets. Mais le défaut du truc, c'est que je crois que cette version rajoute quasiment 20 ou 25 minutes supplémentaires au film, et ça rend le film beaucoup plus bancal, beaucoup moins fluide. Et malgré le fait que voilà, il y a beaucoup plus de scènes avec des personnages où vraiment je pensais pas du tout que c'est ça qui allait être qui avait sauté au montage. Moi je pensais vraiment que c'était des scènes gore. Ça rend le truc beaucoup moins fluide en fait. Voilà, donc c'est vraiment des scènes coupées qui ont été coupées pour la bonne raison, mais qui sont intéressantes à voir si on s'intéresse un petit peu à ce qui peut se passer pour les personnages entre telle et telle scène, quoi. Clairement. Après, moi je l'avais pas revu depuis des années, et là j'ai découvert la version plus longue d'hier. Je trouve qu'elle éclaircit quand même beaucoup de choses, notamment en effet le pouvoir télépathique du méchant, qui est pas du tout présent en fait dans le montage original. Enfin, voilà. Après cette version est très intéressante aussi parce qu'il y a quand même aussi un peu plus de gore, faut le dire. Il y a beaucoup plus de plans sur les zombies, quelques inserts dégueulasses sur un coton-tige qui rentre dans un crâne, enfin il y a quand même plus de matière. Et surtout que l'hypnose pour le 2, ça explique des choses, parce que dans le 2, il lève quand même les yeux au ciel, oui. Et tous les espèces de zombies réanimés l'écoutent, quoi. Donc t'es en mode, ok, explique-moi s'il te plaît. C'est exactement ça. Amélie, Oui. Toi, quand on te demandait ce que tu allais nous dire ce soir, tu nous envoyais le mème de Karine Le Marchand qui dit gay. Mais parce que je vais encore me faire attraper la veste par des vieux bisseux sur les réseaux sociaux, parce que
parce que On est là pour ça. ils découvrent que les films qu'ils aiment bien ont un sous-texte queer et ça les embête. Bah désolé, c'est pas de ma faute. Effectivement, on parlait de la période théâtre extrêmement provocatrice de Stuart Gordon et il garde ce petit côté, on va dire, trublion dans Reanimator, puisque le film a quelque chose de très très subversif, a beaucoup d'éléments extrêmement subversifs. Le fait de jouer avec la mort dans un premier temps, bien entendu, mais surtout avec le personnage de Herbert West, qui est en fait une sorte d'incarnation du chaos absolu. Herbert West, c'est un électron libre, indépendant, qui sait ce qu'il veut, et qui ne respecte jamais aucune règle et aucune norme, quelle qu'elle soit. À l'instar de son modèle, le Dr Frankenstein, bien sûr, Herbert West défie tout d'abord les lois de la nature, puisque réanimer les morts, ça, il faut pas faire. Mais aussi, c'est un personnage qui n'a aucun respect pour les normes sociales et institutionnelles. On le voit bien, Herbert West se fiche totalement des normes imposées, des normes de politesse, du respect de la hiérarchie, du respect des professeurs, de la hiérarchie universitaire ou même des policiers. C'est-à-dire que qui que vous soyez, Herbert West, s'il n'a pas envie de vous parler ou s'il n'a pas envie de vous répondre, il ne le fera pas. D'ailleurs, il y a une scène de cours où il remet complètement en cause l'expertise du professeur devant toute la classe, aussi parce qu'il aurait plagié son propre mentor. Mais bref, en tout cas, Herbert West ne s'embarrasse pas des conventions. Il utilise en fait les institutions à son avantage en permanence sans jamais en respecter les règles et sans jamais s'y intégrer. D'ailleurs, en fait, il est à cette université un petit peu parce qu'elle est un peu paumée et qu'il sait qu'il pourra, qu'en gros, on va pas trop le faire chier et on va pas trop regarder ce qu'il fait. Mais c'est presque plus un étudiant, quoi. Et d'ailleurs, Herbert West a quelque chose de très franc dans sa manière d'être, c'est qu'il n'a aucune perception du sous-entendu, de l'implicite. Et il se fiche d'être odieux, d'être méprisant, de mettre son entourage mal à l'aise ou même en danger. Donc voilà, c'est vraiment un personnage, c'est un punk, quoi. Il s'en fout de tout. Il n'a aucun respect non plus pour les lois en général, c'est-à-dire qu'il vole des cadavres, il vole du matériel, il tue, il ment, il arnaque et il ressuscite à tour de bras sans jamais avoir la moindre trace de remords. C'est-à-dire que Herbert West, la morale, la règle, la loi, il s'en fout. Lui, il n'est obsédé que par la science. Mais dans ce côté trublion et remise en cause des lois, c'est aussi un personnage qui remet en cause la norme de genre. C'est-à-dire que Herbert West est présenté en opposition dans sa masculinité à celle de Dan Kane, qui lui est grand, athlétique, beau gosse, t'as capté, qui baise les meufs, qui sauve les gonzesses et qui a le cœur pur. C'est un chevalier blanc musclé, torse nu, grand, beau, c'est-à-dire tout l'inverse de Herbert West qui est petit, pas très sexy, on va dire, même si moi je le trouve très mignon, voilà, qui est un peu plus introverti et qui n'est pas séduisant ou séducteur. Donc en fait, Herbert West ne correspond pas vraiment aux normes masculines communément admises. Et d'ailleurs, il n'est pas du tout intéressé par les femmes. Il est même extrêmement méfiant envers la gente féminine, voire même carrément misogyne. Et ce, dans les trois films, où à chaque fois, il prévient son associé ou ses associés contre la distraction ou même le danger que représentent les femmes, ou en tout cas le fait de les fréquenter, de les draguer et de coucher avec elles. Donc en fait, les femmes, c'est pas trop son truc. En fait, bizarrement, Herbert West a une énergie un petit peu féminine. Je m'explique, c'est que dans sa première apparition au début du film, on le voit agenouillé devant son mentor qui est ressuscité, donc qui est dans la folie, et les policiers lui demandent « Vous l'avez tué ?» Et une des premières répliques de Herbert West, c'est « Non, je lui ai donné la vie ». Donc, en fait, là, il est associé a une caractéristique quand même féminine, celle de donner la vie. C'est un démiurge, effectivement. Il y a le truc du moderne Prométhée, comme dans Frankenstein, mais c'est aussi « je lui ai donné la vie ». C'est quand même quelque chose de plutôt féminin. Et en fait, l'éros, la pulsion de vie de West, elle passe par son obsession pour la science et par son obsession pour lutter contre la mort. Et un autre élément là-dedans, c'est que Herbert West est un élément extrêmement disruptif dans le couple d'Anne-Meg. C'est-à-dire qu'il détruit leur couple, très, très sincèrement. Et c'est pour ça que, enfin, très concrètement, c'est pour ça qu'il y a une sorte de triangle amoureux, comme l'a dit Mathieu. C'est-à-dire que ces expériences mettent en péril le couple de Meg et Dan. Meg qui déteste Dan, d'ailleurs, qui ne veut pas le voir. Mais aussi, quand il arrive pour être le colocataire de Dan, il interrompt littéralement leur jeu amoureux. C'est-à-dire, il frappe à la porte quand ils sont à poil. Et qu'ils étaient en train de se faire des gusi-gusi. Donc,
il y a une sorte de concurrence chez Dan entre le temps qu'il passe avec Meg et le temps qu'il passe avec Herbert. Et d'ailleurs, Herbert lui reproche de passer du temps avec Meg et Meg lui reproche de passer du temps avec Herbert. Donc en fait, ils sont en concurrence pour Dan. Et d'ailleurs, Herbert West s'installe en colocation avec Dan parce que Meg ne veut pas s'installer avec lui tant qu'ils ne sont pas mariés. Donc en fait, Herbert prend presque la place de Meg dans le foyer, quoi. Il devient une sorte... C'est le colocataire. Tiens, on connaît le colocataire. Et la question c'est, mais est-ce que West est amoureux de Dan ? C'est un petit peu difficile à dire, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, Dan est la seule personne avec qui il arrive à établir une connexion. C'est la seule personne pour laquelle il est bienveillante et c'est la seule personne avec laquelle il a un contact physique. C'est-à-dire, il le touche plusieurs fois à l'épaule, ils sont plusieurs fois proches. Et même... c'est le seul personnage à qui il veut faire plaisir en ramenant à la vie Rufus, par exemple, dans le premier film, puis en voulant ramener à la vie Meg dans le second opus. Et il y a même ce petit passage un peu mignon dans la morgue, après qu'ils aient ranimé un corps, et où Dan est par terre, il est très choqué, et Herbert vient lui mettre une petite couverture autour des épaules dans un geste tendre et sympathique. Oui. Est-ce que c'est pas mignon ? Mais en tout cas... son acte d'attention envers Dan passe par la réanimation. C'est le seul moyen que Herbert West a de s'exprimer, en fait. C'est de réanimer les gens, même si à chaque fois, ça se passe mal. D'ailleurs, il n'apprend pas beaucoup de ses erreurs. Bref. En ce sens, on peut dire que la relation entre Dan et Herbert est ce qu'on appelle queer-coded, c'est-à-dire qu'elle n'est pas explicitement queer, mais en fait, elle répond à un sous-texte queer ou à des codes queer. C'est souvent le cas chez les personnages méchants, d'ailleurs. C'est souvent les méchants qui sont queer-coded, souvent chez Disney. Voilà. Ou alors dans Commando. Je sais pas pourquoi j'ai cette tête en tête, oui. Mais je sais pas si vous avez vu Commando, le méchant, on parle au bisseux. C'est extrêmement queer-coded, le méchant de Commando. Bah, c'est souvent les personnages, c'est souvent les méchants parce que c'est là où on peut plus exprimer, on a plus de liberté à créer un personnage de méchant qu'un personnage de gentil qui doit être dans certains codes plus stricts. Très juste. Et d'ailleurs, la novélisation, on en parlera plus tard, mais la novélisation, elle laisse beaucoup plus planer le doute sur l'orientation sexuelle de West avec une phrase où les policiers demandent aux gardiens de la morgue si, en gros, s'ils sont en couple, West et Dan. Et le gardien répond que Dan, non, mais West, il est pas sûr. Voilà. Enfin, en tout cas, il est pas sûr qu'il soit peut-être gay. Tout ça répond au cliché du scientifique zinzin et de son fidèle assistant, qui est déjà un cliché queer-coded en vrai. Mais aussi, l'autre question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les motivations de Dan dans ce projet ? Parce que, en fait, pourquoi est-ce qu'il suit Herbert West ? Il n'a aucun intérêt à le faire. Ça ne fait que détruire, se mettre en péril son couple, sa carrière et même sa vie. Donc, en fait, il semble être sous influence de West dès qu'il le voit. Même si on sent que la première fois qu'il rencontre West, il a une forme de répulsion pour lui. Il s'avère qu'il le laisse assez vite rentrer dans son quotidien et il accepte très vite que ce soit son colocataire. Et il y a même une scène un petit peu plus explicite qui est dans la version longue, donc qui est coupée. Voilà, on se rend compte que Herbert West s'injecte à lui-même son propre produit et qu'il a même une forme d'addiction à son produit. Ça pouvait être un truc intéressant du personnage, mais c'est ensuite complètement enlevé des suites. Et Dan le surprend comme ça dans un moment de faiblesse où il est fébrile et Dan se propose de lui injecter lui-même la substance. Donc, wink wink, voilà, y a quand même un sous-texte un peu sexuel dans cet acte-là, vous en faites ce que vous voulez. En dehors de ça, on a quand même une histoire de deux hommes qui créent la vie ensemble. Et ça, c'est beau. Voilà. C'est vrai. Mais très juste. Voilà, vous faites ce que vous voulez du côté queer de Reanimator, mais en tout cas, sachez que je me suis appuyée pour travailler l'épisode sur deux articles. Un article de Dread Central qui s'intitule « Why Queer People Love Reanimator », où j'ai découvert qu'il y a une comédie musicale Reanimator, et comme je le disais en off, s'il y a une comédie musicale de quelque chose, c'est que c'est queer. Voilà, c'est pas moi qui fais les règles. Et je me suis appuyée également sur un essai de Charlie Penney qui s'appelle « Queerness and Subversion in Stuart Gordon Reanimator ». Donc voilà, je vous donne mes sources. C'est pas moi qui le dis. Voilà. Sachant que tout ce sous-texte est encore
plus présent dans la suite. Oui, Bride of Reanimator est giga queer. Ouais, on parle de sous-texte vraiment dans le premier, dans le 2, c'est quasiment explicite, Déjà, Dan n'a plus de t-shirt. je trouve. Dan, oui, mais Dan, c'est vrai qu'ils habitent ensemble, ils ont carrément déménagé pour s'installer dans un petit manoir, c'est trop mignon. C'est ça. Et Herbert West offre le cœur Oui, de l'ex de Dan à Dan. C'est ça, pour il qu'il passe reste par le avec corps lui. d'une femme Oui, pour quand le même, garder oui. avec lui et l'obliger un peu à... Parce Oui. qu'il veut se barrer quand même. Dans le 2, il se dit, ce qui était quand même un petit peu en retard d'être fait, hein, je vais déménager. Et il lui dit, attends, j'ai le cœur de Meg. Viens. oui. Et il la prévient, il lui dit de pas traîner avec cette meuf là. D'ailleurs, on sait pas trop, c'est une journaliste, c'est une médecin, je sais pas trop, qui arrive à séduire Dan et on sent que West aime pas trop qu'elle soit là. Et il est de toute façon, Herbert West est systématiquement désagréable avec les femmes. Tout le temps. Il l'est avec tout le monde, vous me direz. Mais oui, il le dit. Enfin, il est vraiment très misogyne comme personnage. Et surtout, il dit à la fin qu'il fait mieux que le corps d'une femme qui donne la vie quand même. Oui, Quand c'est il ça. est sur son phrasé sur Dieu et tout, il pète un câble là-dessus, quoi. Et oui, qui fait Ça- une créature mieux que n'importe quelle femme ne pourrait C'est jamais ça. en faire. Ouais. Effectivement. Sacré Herbert. D'où le mème de Karine Le Marchand, Voilà. le fameux. Si vous connaissez pas ce mème, tapez Karine Le Marchand gay sur YouTube, c'est hilarant. Dario, Reanimator. C'était toi qui avais lancé l'idée de faire le film dans le podcast en plus de base. Ouais, tout début, saison 1. Et on a bien fait d'attendre Ouais. parce que c'est vrai que c'était quand même assez dense. Et c'est bien, la 99e, c'est cool. Oui, ça passe bien. Et du coup, moi, j'avais vu, la première fois que j'ai vu ce film-là, c'était la version courte, et j'ai découvert la version longue, comme toi, Romain, du coup, là, pour cet épisode. Et là où je suis pas d'accord avec Mathieu, je trouve qu'elle est quand même un peu moins bien rythmée. Je préfère la version courte, il y a un côté, en fait, le film est pulp, et le fait que le film aille vite dans la version qui fait 1h26, je trouve que ça colle plus, en fait, au film que Non, mais c'est ce cette que j'ai version de... Oui, C'est t'avais ce que pas je dit dis, que en les fait. deux Ouais, ouais. se valent un petit peu, alors que moi je trouve Non, que non, 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 en fait. non, C'est ce que ça je j'ai voulais dit, c'est dire. que la version longue, en fait, contient plus d'infos, mais qu'elle ralentit le rythme du film, ce qui fait que, au final, moi, je préfère la version cinéma, donc la version courte, celle que tout le monde connaît, qui est beaucoup plus fluide, mais moins dense en matière d'information que la version qui a 20 minutes de plus, dans laquelle tu apprends que l'autre, il hypnotise les gens. Voilà, enfin, je m'en fous un peu, en fait. Pardon, j'avais mal compris. Mais c'est, en tout cas, mon argument, c'est toujours le même, c'est que je trouve que le Reanimator en version longue, du coup, qui fait 1h45, et je trouve que c'est un film qui est fantastique. C'est vraiment, pour le coup, un chef-d'œuvre. J'aime beaucoup ce film. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est la figure, en fait, du savant fou. Je trouve ça hyper cool. Il y a un côté un peu... c'est à la fois un conte pour les enfants et en même temps un conte pour les adultes. Le savant fou, c'est toujours très... ça brasse très large, c'est un truc que j'aime beaucoup. Surtout que là, dans le film, on en a deux. On a Herbert West et on a le Dr Hill qui, lui, est même plus un genre de nécromancien étrange, quasiment un lich, quoi, pour ceux qui connaissent un peu la Oui. fantasy. Non, je trouve ça vraiment cool parce que le film est pulp. Et moi, personnellement, quand on parle de savant fou, il y a un roman que j'aime beaucoup, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde de Stevenson. Et j'y vois un peu quand même une espèce de réécriture de ce truc-là, dans le sens où Dan Kane et Herbert West, c'est un peu les faces d'une même pièce, un peu comme Jekyll et Hyde en fait. Le sérum, c'est ce qui fait que Dan, il est obsédé par Herbert et il décide de l'aider. Et dans le roman de Stevenson, c'est du coup la potion que fait le gentil Dr Jekyll qui le transforme en du coup le mauvais Mr Hyde. Et un truc aussi, c'est juste l'agent réanimant là, il est vraiment magnifique dans le film. J'aime vraiment. Il éclaire toute la scène de verre fluo magnifique, délicieux. J'ai limite envie de le siroter. Ne faites pas ça. hein, Il faut pas. Le siroter, aussi. pardon, ouais, non, le Et siroter. je me suis demandé ce que tu allais dire. Le siroter, ouais. ouais. Mais là où du coup j'y vois une réécriture, c'est plus dans le côté un peu moins manichéen quand même que Dr Jekyll et Hyde. Ça vient surtout, je pense, du fait que bon déjà Herbert et Dan c'est pas la même personne, ça joue. Mais en fait Dan c'est pas juste un mec sympa, parce qu'on voit en fait que il fait pas forcément les bonnes décisions. En soi ça va, mais bon il fait quand même des mauvais choix dans le sens où il décide de ressusciter son beau-père et de le transformer en zombie. Donc c'est pas juste un mec gentil.
Et Herbert, c'est pas juste un mec méchant non plus, comme tu l'as dit, Amélie. Moi, je le trouve un peu marrant, en fait. Herbert, il me fait beaucoup rire. Il est très cynique. Et lui aussi, évidemment, il fait des choix extrêmement douteux. Mais ce que j'aime bien, du coup, c'est que Herbert, il finit par empoisonner, entre guillemets, Dan, puisque Dan, il finit par céder à la folie que Herbert, il distille en lui depuis le début du film. Et donc, à la fin, voilà, il y a ce truc où il décide de réanimer du coup Megan, alors que de base tu sens que lui il est juste fasciné par Herbert et il n'a pas très envie de ressusciter des cadavres non plus, et là en fait il cède à la folie. En fait c'est une fin qui est quand même plutôt tragique, tout comme le livre en fait de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, où Dr. Jekyll est obligé de se suicider parce qu'il n'arrive pas à contrôler Mr. Hyde, et du coup c'est par exemple comme Norman Bates qui finit par devenir Norma Bates après avoir empoisonné quelqu'un justement. Et du coup, c'est pas un hasard, je pense que si le film utilise la BO de Psychose, même s'il y a, je sais pas, genre 3 notes en plus, c'est la BO de Psychose, quoi. Donc c'est pas un hasard, c'est choisi sciemment. Et du coup, pour finir sur le parallèle avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Dr. Jekyll, il essaye de dépasser la condition humaine, du coup, de séparer le bien et le mal via la science, et c'est exactement ce que fait Herbert West, sauf que lui, il veut pas séparer le bien et le mal, il veut juste arrêter la mort, quoi. C'est une dualité qui est intéressante, surtout dans un film qui, pour le coup, parle de dualité, comme le prouve le générique à la Psychose. Générique d'ailleurs qui est plutôt sympa, j'aime bien voir ce genre de générique d'introduction animé comme ça. On n'en voit pas souvent, mais ça fait toujours plaisir. En plus, le style reste le même dans les 3 films. Enfin, ils reprennent ce générique à chaque fois. Ok, bah alors, du coup, moi, j'ai pas vu encore le 2 et le 3, je me le réserve pour quand on fera un épisode sur le 2 et le 3. Mais voilà, pour moi, c'est clairement un chef-d'œuvre. Je vais pas m'étendre beaucoup plus dessus. J'aime vraiment le film, j'aime comment il est éclairé, j'aime le jeu d'acteur. Le Dr. Hill, il est fantastique, quoi. Mathieu t'en a parlé un peu, mais c'est vrai qu'il aurait tout à fait sa place dans un film de la Hammer, quoi. Il est genre c'est Grand Moff Tarkin, ce que je disais à Romain en off. Genre j'aime vraiment beaucoup. Même si voilà, je trouve ça un poil goofy. Pardonnez mon anglais, mais je trouve ça un poil goofy les séquences où il hypnotise les gens. Surtout que l'éclairage change vraiment beaucoup. Oui. Mais un peu trop, quoi. Il y a un truc je comprends que tu as voulu faire un truc de mise en scène qui dit que là, le personnage qu'il essaie d'hypnotiser ne voit que ça. Mais du coup, on a l'impression que les plans, ils sont tournés un autre jour, quoi. C'est assez particulier. Mais voilà, là, c'est vraiment pour pinailler comme un gros relou. Le film est vraiment super, quoi. Peut-être pour ça que ça a été coupé, d'ailleurs. Peut-être, je sais pas, mais je conseillerais vraiment plus la version courte que la version longue aux gens. Juste, voilà, qui assume beaucoup plus, en fait, le fait que c'est un film pulp, tout simplement. C'est vraiment un espèce de rappel des comics pulp de science-fiction des années 50, 60. Moi, je suis vraiment très fan de ce film. Ça aurait pu être un segment de Creepshow, hein. Ouais, carrément. Oui, grave. Surtout que le côté épisodique de la nouvelle, de base, se prête très très bien à un segment de court-métrage dans un film à sketch. Ah, totalement. Mais d'ailleurs, plus tard, Stuart Gordon fera 2 épisodes de Masters of Horror qui auraient parfaitement eu leur place dans une espèce de grand Creepshow des années 80, adapté de mémoire de Lovecraft, encore une fois, et de Edgar Allan Poe. Voilà, on ne change pas une recette qui gagne. De ton côté, Mylène, Reanimator, alors, dis-nous tout. Moi, il faut savoir que j'ai découvert Reanimator par le 3. Donc, tu peux pas faire comme tout le monde. Bah non, mais pareil, en vrai. Notre génération, en vrai, franchement, le 3 était le plus accessible. Je suis trop jeune, c'est ça. Moi, sur les sites de téléchargement, à l'époque, le 3 a popé. En plus, il s'appelait bien de... Les quoi Ah, c'est bon, ça va. Toi aussi, tu y allais. C'est bon, ça va. C'est comme ça que j'ai découvert ma passion pour l'horreur, d'accord. Bah, c'est devenu un calvaire pour les gens. Mais... Du coup, j'ai vu ce Beyond Reanimator, c'était pas appelé Reanimator 3, donc j'ai cru que c'était un premier film. Et clairement, en plus, la scène d'intro, t'annonce qu'il y a peut-être une histoire en amont, mais t'es pas sûr. Et en vrai, je pense que le 3, tu peux un peu le voir comme si c'était un film tout seul, mais je me suis dit, putain, c'est chelou, il y a l'air d'avoir une histoire derrière. Donc, vu que je suis un peu complétiste et un peu taré, du coup, je suis allée un peu diguer. Et je me suis rendu compte que ce savant fou que je voyais souvent en illustration et sur les panneaux de mes soirées à l'Electric Palace à Clermont-Ferrand durant le festival du court-métrage, en fait, c'était pas juste une illustration d'un savant fou, mais qu'en fait, c'était un élément de la pop culture que je voyais partout. Et du coup, true story, j'ai une photo de moi donc dans un truc où il y a le trou pour la tête et du coup avec la tenue d'Herbert West. Voilà. Et oui, je raconte ma vie. Et c'est le dernier épisode avant les vacances, je suis fatiguée. Et donc voilà. Et donc, je me suis hallucinée de me rendre compte qu'en fait, j'avais vu popper
la figure d'Herbert West partout sans savoir que c'était un film, à quel point c'était vraiment un élément de la pop culture. Et quand j'ai découvert le premier, je me suis mangé une tarte dans la gueule de malade. J'ai adoré. Le film a tout pour me plaire. Il y a des FX comme j'aime. Il y a un petit peu un aspect kitsch que j'adore. Il y a Barbara Crampton que j'aime d'amour. Et surtout, je trouve que c'est l'une des meilleures figures des années 80 du savant fou. Moi, ça me fait beaucoup penser à l'homme invisible dans cette figure du savant fou qui a pas trop de limites, en fait, pour sa quête, de la recherche. Et par contre, un truc, à force de voir le film dont je me suis rendu compte et que j'avais pas forcément vu au premier abord, c'est qu'en fait, j'en veux pas tant à West, même si clairement, dans ce film, tous les hommes sont toxiques. Clairement, il y a presque, à part le père, à la rigueur, tous les hommes sont putain de toxiques dans ce film. Le père, il est super, comment dire, autoritaire. puritain. Oui, c'est vrai. Il surveille beaucoup sa fille. Il veut pas qu'elle sorte. En fait, il veut pas qu'elle sorte avec Dan. Non, c'est un connard aussi. Oui, non, c'est vrai. Parce qu'en fait, ce qui est fou, c'est que si le sujet principal du film, ça reste la quête de la vie, bon, même si en fait, on ne fait que buter des gens dans ce film, et que finalement, West, il est beaucoup plus proche de la mort que de la vie, même si dans sa tête, c'est un génie qui donne la vie à des gens. Mais en fait, il ne fait que les tuer. Et du coup, moi, ce qui me fascine, c'est que le sujet, en fait, un peu sous-jacent, c'est à quel point Meg, c'est un personnage qu'on n'écoute jamais et qui n'a presque jamais son propre libre arbitre. C'est-à-dire qu'il, en fait, il veut la posséder. Dan, clairement, il la veut pour qu'elle vive avec lui, mais en fait, parce qu'elle rentre bien dans les cases de Dan, parce que Dan, c'est vraiment le mec, l'image du mec parfait. Le mec fait médecine, il est beau, il est tout le temps torse-poil, il fait l'amour, il a une petite baraque. C'est vraiment le gendre idéal. Et en fait, t'as l'impression que, en gros, Meg, c'est la dernière petite brique pour être dans cette image parfaite de l'américain moyen, en fait, vraiment le gars over the top. Et du coup, et il dit surtout qu'il a un loyer à payer aussi. Oui, aussi, c'est vrai. Quand ils en parlent tous les deux, en fait, de se mettre en couple ou pas, il dit ouais, mais j'ai un loyer à payer, je peux pas le payer tout seul. C'est vrai, pauvre mec. On a l'impression à ce moment-là qu'en fait, il cherche à vivre en fait avec elle juste pour pouvoir être tranquille financièrement, quoi. Et puis il y a le truc de c'est la fille du doyen. Enfin, il y a un truc un peu vraiment la pauvre Meg. Moi, j'ai envie de l'appeler ce film Justice pour Meg parce que la pauvre, elle prend tout cher durant tout le long métrage et à chaque fois, en fait, je comprenais pas. Quand je voyais Réanimateur, j'aimais trop ce film, mais il y avait des trucs qui m'énervaient profondément. Et vraiment, à la revoyure, c'est ça. C'est du coup cette dualité avec Wes. Et en fait, c'est presque pas l'élément qui m'énerve le plus. Comment Dan n'écoute jamais sa meuf qui lui dit il y a le chat dans le congèle. Il se passe des trucs vraiment chelous. On devrait peut-être s'en aller quand même. Ça a l'air vraiment d'être glauque là. Mais putain, écoutez Meg. En fait, c'est la final girl. Déjà, elle aurait dû survivre. Écoutez-la, c'est la seule meuf qui est pleine de bon sens dans ce film. Et donc du coup, après... La seule personne pleine de bon sens. C'est ça, la seule personne pleine de bon sens. Ouais. Et en fait, il y a tout ce truc-là où au début, elle n'est pas du tout objectifiée, elle n'est pas du tout traitée comme une scream queen des années 80. C'est un truc normalement, elle aurait été foutue à poil assez rapidement. Et finalement, après, ça devient qu'un corps. En fait, Meg, elle ne sert qu'à ça. Jusqu'à la fin du film, c'est que ça. Elle va suivre Dan comme une espèce de meuf comme ça, complètement paumée. Son père se fait tuer, c'est pas grave, on le réanime. Encore une fois, justice pour Meg. Je suis très frustrée pour elle. Voilà. Mais sinon, à part ça, Réanimateur, c'est un film que j'aime énormément. Et Dan, c'est le personnage que je ne comprendrai peut-être jamais. Pour le coup, parce que autant j'ai pas du mal. Enfin, c'est un personnage que, comme tu disais, Dario, c'est pas vraiment un personnage juste, il est méchant. En fait, t'as du mal à lui en vouloir. Juste, en fait, lui, il a un objectif, il fonce et il se rend pas compte de ce qui est autour de lui. Le chat est mort, c'est pas grave, on va le réanimer. Lui, il est mort, c'est pas grave. Ah, dis donc, on a une âme de rat, on va la mettre sur un humain, c'est pas grave. Juste lui, ce qu'il veut, c'est que sa potion, elle fonctionne. Et en fait, peu importe ce qui va se passer autour de lui. Et finalement, ce comportement qui est presque pas humain, qui est hyper robotisé de savant fou, mais pas fou à l'extrême, comme on peut voir dans certains films où il est colérique ou quoi. Lui, il a des fois un sang-froid à toute épreuve. Et en fait, c'est un personnage, j'ai du mal à lui en vouloir. Et même si je sais que ça pue du cul, j'ai envie de faire comme Dan. J'ai envie de le suivre en me disant « Allez, montre-moi ce que tu peux faire comme dinguerie. » Et comme tu le disais aussi, ce qui est hyper fascinant dans le film, c'est ce choix, en fait, au niveau de la substance que va créer, du coup, West. Et ça, je trouve que c'est un choix hyper intéressant. C'est-à-dire que la figure du savant fou, par rapport à l'affiche et tout, on est sur quelque chose de hyper classique. Mais le choix fluo de ce verre, c'est quelque chose qui est probablement très
propre aux années 80 parce qu'il faut que ça soit, que ça pète, que ça envoie. Mais il y a aussi un truc hyper malin parce que le vert, dans l'inconscient collectif, c'est le poison. Sur la symbolique du vert, en fait, c'est une couleur qui longtemps a été pas maîtrisée par l'homme. Du coup, ça faisait un vert grisâtre. Donc, on laissait cette couleur aux esclaves, aux prostituées. Enfin, c'était vraiment une couleur qu'on pouvait pas donner. Et surtout, pendant longtemps, on n'a pas su qu'on pouvait mélanger le bleu et le jaune. Donc, vraiment, on n'en parlait pas. C'était la couleur cachée. Pendant longtemps, les gens, ils ont même cru que le vert, on le voyait pas, que les gens, ils étaient aveugles au vert parce que même si on avait déjà découvert cette couleur-là, elle n'était pas dans les lexiques. Et le fait comme ça de mettre en avant cette couleur cachée, ce poison, cette couleur qui est référencée au bestiaire du diable, je trouve ça hyper fascinant. Au-delà de West, au-delà de Jeffrey Combs, qui aujourd'hui est devenu, malheureusement pour lui, juste un espèce de caméo, contrairement à Barbara Crampton, mais j'y reviendrai tout à l'heure, qui a vraiment réussi à faire sa place dans l'horreur. Jeffrey Combs, aujourd'hui, c'est juste le réanimateur. En fait, il n'a pas réussi à dépasser ça. Mais par contre, ce sérum vert, c'est vraiment devenu un truc assez fascinant pour en fait l'utiliser comme une référence à Réanimator. Il n'y a pas longtemps, j'ai découvert un film qui s'appelle Patchwork, qui est réalisé par Tyler McLachlan ou un truc comme ça. Je m'excuse parce que je me souviens plus du nom de famille, qui a réalisé notamment Tragedy Girls. Et en fait, le film a plein de références à Réanimator dans son fonctionnement. Et à un moment, le mec, il sort le gel fluo et je me dis, ok, c'est ça. Et en fait, c'est fou que par juste une substance, une seringue, tu arrives à référencer ton film. Donc ça, c'était vraiment un élément de malade, surtout pour un premier long métrage. Et tout à l'heure, donc je disais que Jeffrey Combs, du coup, il a complètement pas réussi à passer au-delà de sa carrière de réanimateur. Mais par contre, Barbara Crampton, c'est vraiment la vraie découverte du film. Pour moi, c'est un énorme coup de cœur. J'aime énormément cette actrice et surtout ce que j'aime beaucoup dans cette actrice, c'est qu'elle n'a pas le parcours habituel des Scream Queens de l'époque. À l'époque, il y a vraiment deux passages. C'est soit les Scream Queens, elles font énormément de slasher et finalement elles se rendent compte qu'elles veulent passer à autre chose et elles arrivent à passer à d'autres genres comme Jamie Lee Curtis par exemple, où on a aussi des Scream Queens comme Liliana Kindley qui vont en fait très vite passer par beaucoup de séries B, des choses avec pas mal de nudité. Pour le coup, Barbara Crampton, elle passe dans pas mal d'adaptations de Lovecraft et ensuite, en fait, elle va avoir une petite période de creux. Et aujourd'hui, ce qui est assez fascinant, c'est contrairement à tous ces Scream Queens qui ont beaucoup de mal à se recycler et qui font beaucoup de conventions, qui en fait sont devenus des caméos comme Jeffrey Combs, elle est redevenue une icône de l'horreur. Je pense qu'elle a jamais trop perdu ce statut, mais aujourd'hui, elle joue dans des films comme Jacob Wife, où elle joue une vampire, elle joue dans Super Host, et en fait, elle joue des vrais rôles. Elle a vraiment cette place-là. Par exemple, pour Halloween, elle aime bien montrer énormément de personnages d'horreur qu'elle incarne sur les réseaux et tout. C'est vraiment une figure hyper marquante de l'horreur. Et je trouve ça assez fou, en fait, qu'elle ait réussi à faire sa place dans l'horreur comme ça. Donc vraiment, mon coup de cœur, c'est justice pour Meg et pour Barbara. Voilà, c'est tout. C'est vrai qu'elle a bien percé Barbara Crampton à nouveau. C'est rare, ça. Parce que maintenant, c'est devenu vraiment l'égérie de Réanimator sur les réseaux sociaux. Alors que Jeffrey Combs... c'est éclipsé. Non, et puis c'est surtout que maintenant, elle fait des films d'horreur qui marchent super bien sur Shudder et tout. C'est con parce que Combs a un talent monstrueux. Il a réussi à se renouveler dans Star Trek. Il a un rôle, il est devenu un peu connu là-dedans. Les Trekkies l'adorent. Mais il a jamais réussi à trouver l'autre film qui l'a repropulsé en dehors de Réanimator. C'est super dommage, parce qu'il a un talent monstrueux. Mais parce que dans l'horreur, il joue tout le temps Wes. Dans l'horreur, il joue tout le temps un rôle qui ressemble à Wes. Tu le vois dans Souviens-toi l'été dernier 2, qui n'a rien à voir avec ce film, et il arrive à refaire son petit regard trigger de Wes. T'es là, mais non, c'est pas le même film. Vrai. Et je pense que c'est pour ça, en fait. Il sort pas, dès qu'il est dans l'horreur, il ne sort plus de ce registre de Réanimator. Et pourtant, c'est trop dommage. Parce que je pense à From Beyond. From Beyond, il est excellent. Il joue un mec qui est terrifié par ce qu'il a découvert. C'est vrai. Et c'est génial. Encore mieux, Dr. Mordrid. Ah putain, oui, je l'ai vu il y a longtemps. C'est un truc fantastique, non ? C'est le remake de Doctor Strange par Charles Band, qui est jamais loin, évidemment. Pour des soucis de copyright, évidemment, ça s'appelle pas Doctor Strange, mais il joue du coup l'équivalent de Doctor Strange, Anton Mordrid, dans le film, et il fait autre chose que du Réanimator. Il a été typecasté, comme on dit. Je pense que les gens le voulaient pour ce qu'il sait faire, donc Réanimator. Bah tu sais, il a fait un sous la nuit des morts vivants, là, je sais plus lequel c'est, là où il est dans une morgue. Oui, La nuit des morts vivants avec Andrew Divoff qui joue Wishmaster,
C'est nul à chier. C'est ça. Et en fait, ça fait trop de la peine parce que tu sais qu'il est casté pour ça. Et en fait, le problème, c'est que contrairement à Barbara, vraiment, ça se sent, allez, 90% de ses films, il est casté que pour faire ça. Genre, il apparaît 2 secondes, c'est en mode c'est ouais. Réanimateur, trop cool. Et Barbara, je pense que ce qui l'a sauvé, c'est qu'elle a vraiment eu une période où c'était un peu plus creux, mais qu'elle n'a pas passé par tous les trucs de caméo, convention, tout ça, et qu'en fait, elle a choisi des vrais projets où elle avait un vrai rôle dedans, qui n'était pas juste un clin d'œil. C'est ça. C'est pas devenu une vendue. J'utilise le mot vendu parce que moi, tu me demandes 1000 balles pour apparaître dans mon podcast. Par contre, Barbara, si tu veux venir, Barbara, viens, s'il te plaît. Mylène, elle te filera 1000 balles, Barbara, si tu veux. On va, avant que je donne mon avis, on a un message audio de Lily qui a tenu à nous envoyer parce que Lily adore le film, elle pouvait pas être là aujourd'hui. Donc, le message, je ne l'ai pas encore écouté. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ça peut être un tunnel de 20 minutes, ça peut être une hot tech absolue. Vous connaissez Lily. Le Lilyverse est compliqué. Elle est capable de tout. Ouais. Je couperai le message dès que ça devient inécoutable. Voilà. Ça peut durer 2 secondes, ça peut durer 2 heures. Ou alors, c'est une fausse piste. Hein. Peut-être c'est une fausse piste. C'est une fausse piste, peut-être. Enfin bref, c'est Lily. Bonjour à tous, c'est Lily. Je ne peux malheureusement pas être présente à cet épisode sur Réanimator pour cause de vacances. Et figurez-vous que j'ai failli annuler mes vacances pour venir quand même parce que j'aime beaucoup trop ce film. Mais c'était peut-être un petit peu exagéré, donc j'ai fini par me résoudre à vous laisser ce message. Je pourrais vous parler très longuement des adaptations de Lovecraft d'Empire Pictures, mais je pense que Romain l'a déjà très bien fait. Je pourrais aussi m'attarder sur la splendeur des effets gore, du body horror, du sang sur les murs, de tous les effets pratiques et maquillage, et du travail de John Carl Buechler, mais je crois que Mathieu s'en sera très bien chargé lui-même. De même, je pense que l'adaptation de Lovecraft, sauce série B, et les aspects cuir-codés du personnage de Dan Kane seront très bien traités par Amélie. Également que toute la symbolique de la couleur verte, qui évoque entre autres la Renaissance, sera brillamment évoquée par Mylène. Et s'il y a des choses à reprocher à ce film, ce dont je doute, je pense que Dario vous en fera part avec une objectivité dont je ne suis pas capable. Je suis donc certaine que vous êtes très bien entourés pour aborder cet immense chef-d'œuvre de poésie macabre qu'est Réanimator, et même si mes collègues n'ont pas traité les aspects que j'ai cités, je suis sûre qu'ils se sont surpassés pour en aborder d'autres, car c'est un film d'une grande richesse et plus qu'il n'est paraît, malgré ses côtés série B qui tâchent. Je n'ai pas le temps de m'étendre beaucoup, même si j'aurais aimé, mais à mon sens, Réanimator parvient très bien à retranscrire le propos sur la mort et sur l'absurdité de la contrée du récit de Lovecraft, sans renier sur ses ambitions de divertissement horrifique. C'est donc pour moi l'une des meilleures adaptations du genre, parce qu'elle ne s'excuse pas de tordre l'œuvre de Lovecraft pour en faire un truc gore et fun à souhait, sans pour autant manquer de fond, parce que la forme est loin de porter atteinte à la dimension dramatique et fataliste du scénario. Après, j'ai personnellement un petit faible pour sa suite, Bride of Reanimator de Brian Yuzna, qui s'inspire davantage de La fiancée de Frankenstein que de Lovecraft, et qui est beaucoup plus Yuznesque, avec un body horror encore plus poussif, un grotesque et un humour noir poussé à fond, mais je ne suis pas très objectif pour tout ce qui concerne Brian Yuzna, et j'espère qu'un jour on aura l'occasion d'en reparler ensemble. Là-dessus, je fais de gros bisous à mes camarades de podcast qui vont me manquer pendant les prochaines semaines de pause, et j'ai hâte de vous retrouver avec tous nos auditeurs à la rentrée. Je vous souhaite de très bonnes vacances et à très vite. Et toi, Romain ? Si tu veux dire de plus que vous avez dit, ça fait 1h30 qu'on parle du film, tout a été dit. Ce qui, moi, me choque à chaque visionnage de Réanimator, c'est que c'est autant le chef-d'œuvre de Stuart Gordon et de Brian Yuzna, mais c'est aussi le chef-d'œuvre de toute l'équipe des effets spéciaux, qui sont fous. C'est-à-dire qu'ils expliquent souvent en interview que c'est un des tournages les plus chiants qu'ils ont pu avoir, les plus compliqués, puisqu'il y avait du sang partout. Le film, il en balance partout sur les murs, tout le temps. Et à côté, c'est une succession d'effets spéciaux qui sont extrêmement simples. C'est-à-dire que tu vois l'artifice, tu peux voir comment ils ont fait. La tête du docteur, c'est vraiment un trou découpé dans la table avec le mec qui passe sa tête dedans. Le zombie qui tient sa tête, c'est un mec qui est penché en avant avec un faux corps par-dessus. C'est vraiment le b.a-ba des effets spéciaux, mais qui sont d'une efficacité terrible, quoi. Et ça, 40 ans après, c'est un art qu'on voit de moins en moins. On cherche toujours à en faire plus avec du numérique, des CGI ou des techniques un peu plus folles. Alors que pas besoin. Et le film te ramène vraiment à cette simplicité et efficacité qui est hyper frappante. Et à côté, je suis toujours sidéré de voir que c'est un premier film. C'est-à-dire que il y a un dynamisme dans le montage, et il y a un tempo, il y a un enchaînement qui fait que t'as pas l'impression de voir un premier film. Souvent, les premiers films, ils sont remplis de défauts. Et tu peux apercevoir quelques petits défauts. On en a parlé tout à l'heure, il y a des faux raccords, etc. Mais c'est tellement bien monté
tellement bien joués que tu les oublies volontairement. Ça rajoute même un peu de charme à l'ensemble. Et c'est quelque chose qui va disparaître dans la suite, qui est beaucoup moins dynamique. C'est un peu le problème de Brian Yuzna en tant que réalisateur, c'est que Brian Yuzna a un moins bon sens du rythme et du tempo. Mais voilà, après, je trouve que la quintessence de ça se fera sur From Beyond, qui est pour moi mieux que Reanimator, et qui vieillit un peu mieux d'ailleurs, grâce à sa photographie qui est juste oufissime. Mais voilà, Reanimator, faut le voir parce que c'est un peu un petit guide du film d'horreur, petit budget, qui sait camoufler son manque de moyens avec un talent monstrueux, et c'est comme Evil Dead et compagnie, c'est des films à étudier et à piller, parce qu'en fait, dedans, il y a tout, quoi. Et puis From Beyond, c'est un peu un truc que Reanimator a pas autant réussi à faire, c'est la fatalité. Oui. Genre, en fait, tu suis un truc, mais c'est un peu comme les films comme Hérédité ou quoi, où tu sais, genre, peu importe ce qui se passe, t'es pas là pour un happy ending. Forcément, la fatalité, elle est sur tous les personnages, et tout ce qui va se passer, ça va être que enchaîné vers le pire. Et tu sais que ça arrive. Et du coup, en fait, t'es pris par le poids du film, quoi. Là où Reanimator est beaucoup plus humoristique. Mais ça fonctionne. Je suis très heureux d'en parler, je suis très heureux de l'avoir vu. Oui, ça fonctionne aussi. Mais du coup, il y a moins d'impact sur les personnages que From Beyond. C'est ça, et comme je le disais dans mon introduction, c'était un peu mon avis à l'avance, c'est que c'est un carrefour de plein de gens qui vont se rencontrer et qui vont tous devenir en fait des légendes. Après, ils sont arrivés au bon moment. Enfin, 85, c'est vraiment une année charnière parce que du coup, là, c'est l'année où tous les amateurs peuvent avoir leur chance avec le pic de sortie directement en VHS. Oui, c'est ça. Le film a beaucoup tourné en vidéoclub et c'est le film idéal de la soirée pizza avec tes potes. C'est ça qui a joué pour le film. Et l'affiche est incroyable. Exactement. Enfin bref, Reanimator, c'est le feu. Et Reanimator est sorti récemment en novélisation chez Faute de Frappe. C'est une novélisation un peu étrange puisqu'elle sort il y a 1 an ou 2 en VO. Elle sort chez nous cette année. C'est une novélisation tardive puisque la novélisation maintenant, ça a changé. À l'époque, c'était quelque chose qui était là pour accompagner les gens qui voulaient revoir un film parce que c'était pas aussi disponible que maintenant. Maintenant, c'est du merchandising, en gros. Cette novélisation, on l'a lu. Amélie, qu'est-ce que t'en as pensé ? Oui, je l'ai lu. C'est très bien. Après, j'ai peut-être un défaut, c'est que je l'ai lu et j'étais sur les films Reanimator en même temps. Donc, il y avait un sentiment de redite très fort parce que, en fait, la novélisation est très, très, très fidèle au film. Ce qui est une qualité et aussi, du coup, un défaut si vous avez vu Reanimator il n'y a pas longtemps. Il y a quelques axes qui sont un petit peu approfondis, notamment l'enquête policière, qui, c'est vrai, dans le film est très vite mise sous le tapis. Ah, la police est venue, oui, bon, voilà, on a dit qu'on était innocent. Oh, d'accord. Là, il y a quand même, on suit un policier, ce qui est un peu plus le cas dans le deuxième, d'ailleurs, dans Bride of Reanimator, où on suit un flic qui enquête. Mais c'est vrai que si tu vois le film, tu te dis, mais personne se pose des questions sur ce qui se passe dans cet hôpital. Non, dans la novélisation, on voit qu'il y a un flic qui enquête. Non, franchement, c'est fluide, c'est bien écrit, c'est agréable à lire, ça se lit tout seul. Moi, j'ai trouvé ça agréable. Parce qu'à la base, j'ai cherché la nouvelle aussi, mais elle n'est éditée que dans un recueil de nouvelles de Lovecraft de 345 pages, et j'aime pas Lovecraft au point d'acheter ça, désolée. Mais j'aurais bien aimé lire la nouvelle originale de Lovecraft pour me faire une idée, par contre. L'auteur de la novélisation, Jeff Revin, avait quand même dit qu'il avait chopé une version antérieure du scénario pour son... il y a quelques petits trucs qui changent. En fait, la plupart des répliques sont les mêmes, mais il y a des trucs genre des réactions de personnages ou des trucs comme ça qui sont légèrement différentes. Ou quand moi, comme je faisais les deux en parallèle, j'ai vu le film et j'ai lu le livre, je me suis dit ah non, ça c'est pas exactement pareil, mais sinon vraiment c'est la même histoire, c'est la même trame, on est très très proche, quoi. Mais du coup, il y a des vraies variations sur les personnages où tu t'es dit là, le perso, il est pas du tout raccord au film. C'est vraiment des petits trucs. Dans le film, Meg, elle accepte très très vite que Ilse, il opère son père. Alors que dans la novélisation, elle, au début, elle hésite et après, elle refuse. Donc, il le fait dans son dos. Alors que c'est pas le cas dans le film. Mais bon, voilà, c'est des petits plus trucs. Pour le coup. Voilà. C'est un peu dommage, parce que les novélisations modernes qui servent de merchandising au lieu d'être un moyen de revoir un film comme à l'époque, là, comme je disais tout à l'heure, il y a un intérêt quand c'est vraiment différent, je trouve. Je reviens sur un film charnière du podcast, Les Rats de Manhattan, pardonnez-moi. La novélisation... Mais le film est ressorti en HD, ils ont fait une novélisation, et l'auteur a été redemandé à toute l'équipe du film, c'est quoi le projet original ? Et là, en fait, le film, c'est à peine 100 pages dans un bouquin de 300 pages. Donc il y a un vrai intérêt, il y a du world building, il crée un univers, il rajoute des personnages. Enfin, le mec s'éclate un peu avec son sujet, et je trouve que c'est un peu l'intérêt de ce genre de projet, c'est juste de prendre une licence connue
et de proposer une sorte de version alternative, un what if pour les fans de comics qui nous écoutent. Je suis un peu déçu d'entendre que c'est quasiment que comme le film. Ouais, franchement, ça va pas. Tu découvres pas un tout nouvel univers. Après, quoi. ça peut aussi donner accès à des gens, tu sais, des gens Oui. qui ont peur de regarder les films d'horreur, ça peut peut-être leur donner envie bien de vu. découvrir le En film vrai, par c'est ça, une bonne tu vois. idée, ça, pour les gens qui aiment pas voir du gore, mais qui ont envie de s'intéresser à C'est ça. l'histoire de Reanimator. C'est un chouette accès, tu vois. Ça peut permettre de découvrir ça. Et la novélisation, contrairement au putain de Blu-ray d'Ecstasy of Films, elle est trouvable. Donc si vous voulez voir Reanimator, Justice pour Romain. le bouquin, vous pouvez en tout Et cas. en plus, c'est pas. Le texte n'est pas gore. Je veux dire, il y a des auteurs qui écrivent des trucs vraiment très explicites dans les descriptions et tout ça. Je suis sûre qu'on a le Voilà, même en tête. je pense qu'on a les mêmes en tête. Mais là, ça se lit. Vous allez pas être horrifié parce que vous êtes en train de lire. Hein. Ça reste très accessible. C'est ça, c'est dans une collection à petit budget aussi, ce qui est quand même important de souligner. C'est dans une collection de livres de poche horrifiques de chez Faute de Frappe, qui a beaucoup de novélisations et de créations originales aussi. Ça coûte 10 €. 10 € pour quasiment 300 pages. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir le projet. Il y en a plein d'autres qui arrivent bientôt. Je sais qu'il y a une novélisation de Basket Case qui arrive. Il y a une novélisation de Vampire. Vous avez dit Vampire aussi qui va bientôt Ça, c'est cool. débarquer. Il y a Cruel Jaws de Bruno Mattei. Oh qui est mon Dieu. novélisé. C'est le 5e Les Dents de la C'est Mer, ça. non Non officiel. mais il y a aussi des bouquins que moi j'estime assez intéressants dedans, dont La Nuit des Morts Vivants de John Russo. Mais ça, il est déjà paru Il est plusieurs déjà fois. Moi, je paru, l'ai. il a déjà existé, mais là c'est la version intégrale. Mais il y a quand même des trucs très bien dans cette collection, donc n'hésitez pas. Parce que ça sort régulièrement. C'est quoi. La Nuit des Morts Vivants aussi. Il y a la novélisation de Wishmaster Oui, c'est qu'on vrai. avait déjà évoqué. Bref, il y a de quoi faire son marché. C'est 10 € le bouquin, n'hésitez pas. Bref, merci pour le point de novélisation, Amélie. On va quand même brièvement parler des suites avant de se quitter. Désolé, l'épisode il est long, on sait. Mais il faut quand même les évoquer. Il y en a 2. Bride of Reanimator, tourné en 88, mais sorti en 90, qui a une légère distribution en salle et qui était plus destinée au vidéoclub, où il tente de reconstruire Meg Frankenstein, vraiment, encore plus Frankenstein que le premier. Elle est magnifique. Enfin, elle est, Ouais, elle est incroyable. Le film, perso, je le trouve pas incroyable, mais la créature est trop belle. Elle est vraiment trop belle. En effet, Bride of Reanimator s'en sort très bien pour la suite d'un mastodonte comme Reanimator. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est une série B correcte qui se réveille dans les 15 dernières minutes, vraiment, et qui balance tout ce qu'elle a à la fin, mais franchement, c'est une des meilleures suites du genre que j'ai pu voir. C'est solide. Ah, en vrai, il s'en sort pas trop mal parce que les années 90, faut savoir que c'est l'une des pires années pour le zombie. C'est aussi pire que les années 40, qui étaient l'une des pires décennies pour le genre. En fait, c'est vraiment une décennie. C'est une des pires décennies tout court, je crois. Pour le genre humain. Il y a eu Popcorn et Scream, alors on se détend tout de suite. Et Candyman aussi. Dans les années 40, Mylène. Non. Je crois qu'elle parlait des années 40, ouais. Ah non. Par rapport à la guerre. C'est les Ouais. années 90. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 40 Mystère. Sorry, c'est le dernier épisode avant les vacances. Sorry, j'ai oublié mon histoire géo. Alors, les années 90, du coup pas les années 40, puisque j'avais rien compris. C'est vraiment une décennie hyper compliquée pour les films de zombies. Et en fait, les seules choses qui sortent réellement à cette période-là, hormis quelques exceptions comme Brain Dead ou encore La mort vous va si bien, qui tente de mêler la comédie et du coup le film de zombies avec des super effets, eh ben on a beaucoup de suites comme Cimetière 2, Maniacop, Réanimateur 2, Le Retour des Morts Vivants et on a aussi la nouvelle version de La Nuit des Morts Vivants avec enfin une Barbara qu'on n'a pas envie de buter à coups de pelle et ça fait du bien par C'est contre. vrai. On a aussi un petit événement au Japon puisque Resident Evil, le jeu, va sortir à ce moment-là. Et on aura notamment le film Biozombie qui sort en 98, inspiré de House of the Dead et Resident Evil. Donc il y a quand même des petites choses qui sortent à cette période-là, même si ça reste... Il est marrant ce film. Ouais, franchement, Biozombie, c'est sympa. Mais on commence en fait à arriver à la fin d'un cycle. En fait, c'est un peu le chien qui se mord la queue. C'est-à-dire que l'humour devient de plus en plus outrancier. Et à part quelques films comme Brain Dead qui arrivent vraiment à faire le café, comme on dit. Après, méfiez-vous de mes expressions. Apparemment, je dis jamais les bonnes. Mais du coup, à part ces trucs-là, ça commence vraiment à être lourd. Et encore une fois, c'est le flop pour les zombies. Hormis, du coup, l'événement Resident Evil qui va du coup lancer
autre chose, mais durant une autre décennie du coup. Exactement, ça reviendra en force dans les années 2000. Mais d'ailleurs, les années 2000, c'est là où on reverra Reanimator, puisqu'il y a Beyond Reanimator qui sortira en 2003, réalisé par Brian Yuzna toujours. C'est fait par sa boîte de production en Espagne avec un faible budget. Cette fois-ci, Herbert West débarque en prison et il s'éclate à faire des expériences. Il n'y a plus Dan. Il perd son copain. Oui, enfin, il a un faux Dan, quoi. Il a un succès d'année de Dan. Il y a un faux Dan. Ouais, c'est ça, c'est le Dan Wish. Hein. C'est voilà Dan Leader Price T'as qui est tué là. ma sœur, c'est pas grave, on va taper Alors, des tripes ensemble. Certains diraient ici que c'est un Lily Movie, puisqu'en effet c'est n'importe quoi. Je l'ai pas revu, je l'avais vu à l'époque, c'était mon premier Reanimator aussi comme Mylène, et c'est vrai que c'est n'importe quoi, mais dans le bon sens du terme. Je trouve que le film est totalement con. Ah oui, oui. Oh, moi j'avais été trauma par le mec qui se transforme en rat, tu vois. J'étais là, sérieux les gars. Ah ouais, mais c'est extrêmement fun. Là, ils n'avaient plus rien à foutre, pour le coup. Et le film a aussi la meilleure scène post-générique de l'histoire du cinéma. Tous les trous du cul là qui se branlent sur les scènes post-génériques Marvel, DC Comics, Snyder Zoos, mes couilles là. Regardez Beyond Reanimator, il y a quand même une baston entre un rat et un zob. Franchement, qu'est-ce que vous voulez faire de mieux que ça, quoi? Tu sais que ça a trop mal l'un de nos amis Mathieu. Quelqu'un m'a demandé, quand j'ai dit que j'étais en train de voir les Réanimateurs, c'était Oui, lequel mais avec ça la prouve bien vitre que ça marche, réanimée. parce que les gens s'en rappellent. Voilà. Mais je pense qu'on peut s'arrêter sur ce terme, parce qu'en fait, les gens... Enfin, ça y est, pas besoin d'aller plus loin, en fait. Et la franchise s'arrêtera sur Mais ce c'est magnifique parfait, combat. c'est de la poésie pure. Non, mais en vrai, le vrai truc dommage, par contre, du 3, c'est que moi, je trouve que le sous-texte sur « oui, les femmes sont des objets », tout ça, c'était déjà bien compris dans les autres. Mais là, c'est écrit avec le cul, faut dire les termes. Enfin, c'est très grossier dans l'écriture des personnages féminins, de comment on les malmène. Et moi, c'est vraiment mon bémol du 3. Mais Je le trouve vraiment lourdeau là-dessus. C'est un film qui est produit à la va-vite dans une boîte de production qui avait pas d'argent, écrit rapidement, je pense. Enfin, c'est symptomatique. Moi, je le préfère aux deux. Je le préfère aux deux parce que le 2, je trouve qu'en fait, il fait du surplace. Il met trop longtemps à démarrer. Je m'attendais à plus. Et ok, en fait, la fiancée, elle est magnifique et tout. Elle annonce une bonne partie de ce que va faire Brian Yuzna après, notamment avec le retour des morts vivants 3. Mais quand tu as autant d'équipes d'effets spéciaux talentueuses derrière et que tu ne fais que ça, mais pour toute la séquence qui se passe dans cette espèce de crypte, morgue, je sais pas quoi là, avec des créatures toutes plus folles les unes que les autres en fait qui sortent de derrière le mur, je m'attendais à ce que ça dure plus longtemps, d'autant plus que on est 1 an après Society. La scène finale de Society, c'est Screaming Mad George, donc le maquilleur fou qui pète un câble et se met en fait à fusionner des corps dans une espèce de partouze qui sent la transpiration et le slime et enfin vraiment des trucs dégueulasses. Et là, on est 1 an après. Et il fait un truc qui dure, mais juste 3 secondes à tout péter, quoi. On voit des créatures qui sont magnifiques, mais juste, on ne prend pas le temps de les apprécier correctement parce que tout va trop vite. Society est sorti après Reanimator 2, puisque tourné avant, parce que Society, c'est 89, mais enfin, en toute logique, même si le film, voilà. en fait, il est sorti après ou quoi, enfin, moi, je voulais une espèce de surenchère par rapport à Society, quoi. En revoyant le film, je me suis rappelé qu'il y avait Screaming Mad George. Je suis d'accord. Putain, la fin, en fait, dans tous les Réanimateurs, la scène finale, c'est le moment où ça pète un câble. Et je me suis dit, en fait, avec ce gars-là au FX, forcément, les créatures qui vont sortir de derrière le mur, elles vont être folles. Effectivement, elles sont folles, mais juste, on ne les voit quasiment pas. Du coup, enfin, je préfère le 3. Ça dure 2 Après, minutes. j'ai pas Non, il y l'impression a que même ça pas soit... de vraie fin. Il est un petit peu bancal, Ouais. mais en fait, malgré tous les soucis d'écriture qu'il peut y avoir dans le 3 que t'as dit, Mylène, je trouve qu'au moins, il a le mérite de l'originalité en déplaçant l'action ailleurs et en transformant une espèce de film de morgue en film carcéral où en fait Oui. on évacue déjà 2 personnages qui étaient un petit peu redondants dans le 2 quoi. À la fin de Reanimator 2 quand le Dr Hill qui est encore une fois un personnage que j'adore, mais là je le vois en fait voltiger avec ses ailes de chauve-souris là agrafées à la va-vite. Bon, c'est ok, Reanimator c'est une comédie horrifique, mais là je trouve qu'on dépasse une petite limite en fait. Enfin, c'était quoi le truc d'après, tu vois? Surtout qu'ils en font rien de cette tête. On te tease ce design de fou avec ses ailes, et je me dis, bah trop marrant, la tête elle a des ailes, elle va les attaquer. Il fait rien. Non, ils en font rien. Ils en font absolument rien. Ce qui fait que le fait que le Dr Hill en fait il dégage et que Dan aussi qui était notre référent en tant que spectateur, parce que enfin ils sont tous dingues dans Reanimator 1 et 2, et le référent du spectateur c'est Dan. C'est à travers lui qu'on voit en fait l'action, c'est à travers lui que se place notre regard, et c'est ce qui rend en fait la scène finale de Reanimator 1 bouleversante, c'est que au moment où on croit que ils sont en fait tirés d'affaire, non, il y a un zombie qui arrive à la dernière seconde et qui attaque Meg. Et à la fin, quand Dan se met en fait à
à sauver Meg et ensuite pète un câble et en fait lui injecte le truc, on est là à dire putain mais non, ne fais pas ça, tu sais très bien ce qui va se passer derrière quoi. Moi j'ai plus tendance en fait à me rappeler de cette fin que par exemple en fait From Beyond, même si pour vous en fait From Beyond c'est un meilleur film, la fin de From Beyond, faut que je fasse un petit effort pour me rappeler quoi. Or, je me rappelle très très bien de la fin de Reanimator par rapport justement à ça. Mais le fait que Dan soit absent de Reanimator 3, ça n'enlève pas forcément de la qualité au film. Juste, c'est autre chose. Mais après, par contre, moi, je suis pas d'accord sur un truc pour le 2, même si j'avais bien envie aussi de voir tous ces monstres et tout. J'ai pas l'impression que ça soit le but. Pour moi, c'est vraiment la plongée dans la folie de Dan. C'est montrer à quel point, dans le 2, il était encore un peu gardé à flot par Meg. Mais là, il y a une plongée totale où, en fait, il est beaucoup moins vu dans les espaces extérieurs à sa maison. On le voit prendre de plus en plus de décisions qui n'ont aucun sens. Et d'ailleurs, à la fin, quand, du coup, il découvre Meg qu'il est en train de construire à base de cadavres, que lui présente de manière horrible, en plus, ouais, c'est en mode, ça, c'est une harpiste qui a tué quelqu'un, une danseuse, une prostituée, bref, vraiment des fameux objets. Et en fait, au moment, il a un bug de cerveau où il se rend compte qu'il y a une femme vivante qui veut de lui et que là, elle est morte et qu'en fait, il n'est pas sûr que ce soit Meg. Il l'envoie chier comme si c'était une expérience ratée dont il voulait plus, en fait. On voit à quel point Dan, il n'a pas du tout réfléchi à ses actes. Alors oui, West, il veut tester des choses, il a plein d'expériences dans sa cave, tout ça. Mais Dan, en fait, il va jusqu'au bout de l'expérience, il réanime Meg sans se rendre compte à quel point il est en roue libre. Et en fait, une fois qu'elle a souffert, qu'elle est réanimée, qu'elle comprend sa condition, que c'est un cadavre, qu'elle a plein de morceaux, il lui dit finalement non. Au point où elle se retrouve obligée de lui sortir son cœur parce qu'elle sait pas ce qu'il veut d'elle. Et du coup, je trouve que sur ça fonctionne hyper bien de voir à quel point, si on cherchait un méchant, presque Dan, c'est le vrai méchant dans le sens où lui, il est censé plus comprendre ses actes et en fait, c'est pas le cas. Ouais, ça se tient. Ça reste un peu longué comme suite. Non, c'est sûr que c'est plus long. Et surtout, je pense qu'il y a des arcs narratifs qui collent pas ensemble. Il y a surtout ça parce que peut-être qu'ils ont voulu intégrer l'ambiance du 1 avec celle du 2 et ils n'ont pas su comment le faire pour que ça soit assez fluide. On approche des 2 heures. 2 heures déjà. Mais il reste de toute façon un dernier film à évoquer. Parce qu'on oublie le 4e Reanimator que personne n'a cité. Et je suis très très surpris d'ailleurs. Il y a un remake français de Reanimator. Vous connaissez pas Trépanator de Norbert Moutier? D'accord, oui. Attends, Trépanator. Norbert Moutier, c'est une petite légende du bis français. Je peux enfin le placer. Je suis content. Il a fait un remake en 91-92 de Reanimator. Oh mon Dieu. Mathieu, est-ce que tu expliques rapidement qui c'est Norbert Moutier? Alors, je suis pas la bonne personne en fait pour parler de Norbert. Hein. La bonne personne, c'est Fry 3000, voilà, qui prépare un documentaire qu'on espère voir un jour. Fry, si t'écoutes, c'est le moment de le sortir vraiment. Norbert Moutier, c'est une légende du cinéma bis. Qui en fait dans les années 80 tournait pas mal de choses en fait avec sa bande de potes. Sa bande de potes, c'était toutes les légendes du cinéma bis qu'on retrouve dans Mad Movies, qu'on retrouvait à l'époque dans Movies 2000 ou dans Metaluna, dans la boutique Metaluna aujourd'hui. Il a beaucoup de films à son actif. C'est très compliqué d'y voir clair parce que vraiment c'était du système D. Tout tenait vraiment avec des bouts de scotch. Ces films sont assez compliqués à voir, mais ça reste un pionnier en la matière en France. Et encore une fois, il y a Fry qui prépare un long documentaire sur cette personne. Et voilà, c'est quelqu'un où, quand tu regardes un petit peu ce qu'il a pu faire, tu te dis putain, c'est vraiment de la série Z bas de gamme, c'est bricolé avec des bouts de ficelle. Mais il y a un amour sincère en fait pour ce qu'il faisait. Et c'est encore une fois une légende, quoi. Ce que t'as pas dit, c'est qu'il gérait une librairie vidéo club qui était quasiment dédiée qu'au bis. C'est un mec qui gérait son magasin et qui filmait dans sa cave. Oui. En fait, c'est un vrai punk. Et d'ailleurs, ces films en fait n'ont même pas de DVD à part Ogroff, qui est devenu un peu plus connu. C'est son film le plus réputé, on va dire. C'est toujours tourné avec 3 francs 6 sous. Dès qu'il y a un film qui marchait, il faisait une sorte de plagiat. Donc Jurassic Park marche, il nous fait Dinosaur from the Deep, qui est à la fois un remake de Jurassic Park et d'Alien à la fois. Faut le voir pour le croire. Et en effet, Trépanator est un remake de Reanimator, et là en fait on s'intéresse au cerveau des gens. Donc dans un futur proche, je lis le résumé, attention c'est fou, hein. Le trafic d'organes a fait place à celui des cerveaux. Dans la clinique de l'horreur, le docteur Herbert Est n'hésite pas à prélever sauvagement la cervelle des personnalités les plus brillantes du moment pour les transplanter à prix d'or au plus offrant. Oh mon Dieu. Voilà, on pouvait pas ne pas le citer. Moi, depuis que Dario parle de Reanimator dans le podcast, ça fait 2 ans, hein,
je me dis, faut placer Trépanator. Je suis très heureux de pouvoir le faire. Malheureusement, c'est des films qui sont... Moi, je suis la seule qui pensait qu'à la version porno. Eh ben ouais, bravo. Parce que Lily n'est pas là. Super. Oui, c'est vrai qu'on partage un cerveau en ce moment. Oui, c'est vrai. Norbert Moutier, la cinquantaine, pourrait aisément passer pour un paisible gérant de vidéoclub parisien s'il n'avait chevillé au corps une extraordinaire passion pour le cinéma fantastique. Le fantastique, sa principale vertu, c'est qu'il nous échappe du quotidien. Le quotidien est triste, morose, et le fantastique nous fait évader de ce domaine-là. Et c'est peu dire que Norbert Moutier, le quotidien, eh bien ça lui pèse. Alors quand vient la nuit entre les murs de son vidéoclub, il se passe de drôles de choses. Car Monsieur Norbert ne fait pas que visionner des films fantastiques, horreur et gore en tout genre. Figurez-vous qu'il en produit et qu'il en tourne avec une poignée de complices, des longs métrages à tout petit budget, quelques milliers de francs seulement, tournés avec des bouts de ficelle en vidéo 8 ou en 16 mm, tous plus horribles les uns que les autres. Lieu de tournage de prédilection, la cave du vidéoclub. Ces films, malheureusement, sont introuvables à bon prix. C'est direct. Et en fait, il éditait les VHS lui-même. Fallait aller dans sa boutique pour les choper. Et ça se vend à prix d'or maintenant, malheureusement. À part Artus qui avait sorti Ogroff, si vous voulez vous faire un peu du mal. Ouais, mais il y a un petit moment quand même. Et les droits sont bloqués, c'est un enfer en fait. Donc le documentaire d'ailleurs ne sort pas aussi parce que les films ne peuvent pas être vus. Enfin, c'est un vrai enfer, mais voilà. Tapez Trépanator sur Google, vous allez vous éclater. Et je crois qu'on a fait le tour. Réanimator, c'est fini, on a fait 2 heures d'épisode. Bravo tout le monde d'avoir joué le jeu. Je fais une petite dédicace à plusieurs personnes, dont... non, une seule personne. Je fais une dédicace à Steven, qui est un membre du Discord de Jumpscare et aussi un pote que je crois souvent au pif, qui m'a un peu aidé dans mes recherches, qui m'avait filé en fait les scans des pages de l'autobiographie de Stuart Gordon pour mes recherches. Donc merci Steven, et merci au magazine Fangoria, qui a été ma source principale pour toutes les recherches liées à l'intro de l'épisode. C'est l'instant où on va se quitter, on se revoit pour le 100e épisode à la rentrée. On va vous récompenser si vous avez écouté l'épisode en entier, on va vous dire ce qui vous attend à la rentrée. On s'est concertés tous ensemble et on s'est dit qu'on allait quand même vous donner quelque chose. On va vous dire avec une grande fierté que le 100e épisode de Jumpscare sera en présence de...